Bonjour et bienvenue pour notre nouveau podcast Creepshop.com, celui du mois d'octobre. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on reçoit deux invités de choix, Yann Olejars et Cyril Despontin, respectivement organisateurs des soirées Panic Cinéma, ainsi que de la première édition du Paris International Fantastic Film Festival, première édition cette année. On va en parler un petit peu plus. Bienvenue messieurs, on se fait un petit coup de générique et on attaque. Le podcast de Creepshop.com. Creepshop.com. Welcome to Prime Time, bitch. Et bien voilà, rebonjour à tous et à toutes, nous sommes tous ensemble réunis pour ce formidable podcast du mois d'octobre, accompagné comme d'habitude de Bruno. Bonjour Bruno, comment t'appelles-tu? Bonjour, Voilà. Je m'appelle Bonjour. Bruno, François est avec nous également, bonjour François. Bonjour Joe. Nous avons la chance d'avoir deux invités aujourd'hui, en la personne de Yann et de Cyril, donc organisateurs de manifestations autour du cinéma de genre et de festivals. Bonjour à vous deux, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Non, mais comme on a un micro pour deux et qu'on est extrêmement polis l'un et l'autre, on ne sait pas quel est le premier. Ouais, on s'adore, donc on va pouvoir travailler facilement. Avoir nos bouches proches l'une de l'autre, c'est un bonheur presque. Fais la langue, s'il te plaît. Bon, vous avez le droit. Voilà, effectivement, on bosse avec 3 micros aujourd'hui, donc on va se les partager. Ne vous inquiétez pas, on va faire en sorte que vous puissiez entendre toutes les bêtises que nous avons chacun à dire aujourd'hui. Alors, on va commencer par toi, Yann, puisque tu dois nous quitter dans une petite heure pour parler donc des soirées Panic Cinéma qui se déroulent donc tous les samedis au Latina à Paris. Oui, tout à fait. C'est tous les samedis. Alors, pendant longtemps, on a été à minuit. Ouais. Et cette année, pour la rentrée, on est passé à 22h pour plein de raisons. C'est vrai que c'était un des reproches récurrents que l'on avait, c'était l'heure tardive. Effectivement, il y a le symbolique du minuit qui est formidable pour des séances de cinéma de genre. Bien sûr. Mais à Paris, à 2h du matin, tu galères pour trouver un taxi, Ouais. tu galères pour trouver un Vélib, tu galères pour rentrer chez toi. Et c'était une horreur pour beaucoup de gens qui n'étaient pas juste à côté du cinéma. Donc, on a décidé de passer à 22h. Il y a aussi des raisons économiques aussi évidentes liées au cinéma. Les heures de nuit coûtent cher, mais voilà, moi j'étais pas plus que ça attaché à l'horaire de minuit quand on a lancé au départ ce qui était l'absurde séance au Latina. Et moi je suis ravi de l'horaire 22h parce que ça nous permet quelque chose qui était très compliqué à faire auparavant et qui pour moi est indispensable pour des séances de cinéma de genre, c'est de picoler après. Oui, bah oui, de évidemment. reparler du film, Eh ou de oui. s'engueuler sur le film. Un petit cocktail, quoi. Pendant le film. Ou picoler. Non mais ça on le fait déjà avec la fameuse Bavaria 8.6, la valeureuse Bavaria Gold, hein, parce que quand je dis 8.6, Vous aussi, vous êtes sponsorisé par Bavaria? ouais, vous l'avez aussi. Ah, mais nous on l'a complètement. Mais nous c'est la Gold, hein, c'est le poivreau mais haut de gamme, quoi. D'accord. On est vraiment chic, quoi, tu vois. En plus là on est en bouteille, ils nous ont filé des petites bouteilles 25, mais t'as l'air trop classe avec ça. Un quoi. concert Je te de jure. saveurs. Voilà, donc on aime bien cette ambiance extrêmement conviviale avant et après le film. Ouais. Le après, on avait du mal à le mettre en place. Là, ça va être beaucoup plus simple en finissant à minuit. Le après se déroule dans le cinéma? Non, on fout la paix au cinéma qui nous laisse quand même déjà une grande liberté de 8h jusqu'à minuit. Ouais. Là, on est en train de voir dans différents lieux. Il y a le Black Dogs, par exemple, qui va Ouais, nous d'accord. accueillir régulièrement. On va dans des pubs à côté. Enfin, voilà, tous ceux qui veulent encore de nous. Yann, si je peux me permettre, tu peux contacter la Guinness Taverne. Ça t'intéresse, Non, ça, ouais, c'est- c'est franchement un pur bar. Toi, t'as des notes là-bas. Hein, vu, ouais. Et alors, donc avant, ça s'appelait effectivement l'absurde séance. Ça fait combien de temps que ça existe en comptant l'absurde séance en fait? Ça va faire 2 ans et demi en comptant l'absurde séance, et Panic Cinéma a vraiment débuté en début d'année 2011, D'accord. tout début janvier. Il y a eu une prise d'autonomie de Panic Cinéma par rapport à l'absurde séance, qui est une manifestation qui existe sur Nantes et qui a été créée par Jean-Maurice Bijard il y a 12 ans de cela. Et voilà, on s'est lancé ensemble, et puis pour des raisons de divergence à certains moments, je pense que c'est plus simple d'être autonome dans la programmation à 100%, plutôt que sous le même chapeau parfois partager des programmations qui pouvaient peut-être pas ressembler à ce que Jean-Maurice aimait faire sur Nantes ou Ouais. dans ses autres manifestations. Donc voilà, et mais on continue à travailler ensemble, il n'y a plus de soucis. D'accord. Et alors comment donc j'imagine que tu t'es greffé donc au groupe de l'absurde séance au départ, ce qui fait que toi, je sais pas, t'as peut-être pas connu les. Non, l'histoire est un petit peu différente, parce que je suis nantais à la base. Explique-nous. Donc quand Jean-Maurice a créé l'absurde séance sur Nantes, j'étais acnéique, boutonneux, lycéen, Ouais. et je faisais un peu de théâtre, et on se connaissait bien avec Jean-Maurice parce qu'on faisait, je m'occupais aussi de faire des chroniques en radio sur It West là-bas, et
et donc j'étais particulièrement attentif à ce qu'il essayait de monter, Ouais. et je lui ai filé quelques coups de main au départ pour des animations, des conneries qui se passaient dans la salle, parce que dès le début, Jean-Maurice a eu cette envie de faire quelque chose qui n'existait pas à l'époque, même s'il y avait l'étrange ou autre, c'était d'avoir des séances fun. C'est-à-dire que quand on vienne dans la salle, on ne sera pas comme dans une église à Ouais. regarder religieusement le film. Un Ça peu comme arrive à certains moments. sur mais un truc un peu Rocky Horror le Picture modèle du Show. Rocky Horror, ouais, d'accord. Voilà, même si le but n'est pas d'être en permanence dans une ambiance de déconne et que tous les films ne se prêtent pas à être dans de l'interaction, mais parfois se permettent justement de crier, d'hurler, d'applaudir, quelque chose qui existe à Bruxelles, notamment dans un festival comme le BIF. Voilà, donc il avait voulu lancer ça. Moi, j'étais totalement d'accord. Et après, le choix de faire ça à Nantes, parce qu'il est nantais à la base, oui, c'est ça? il est nantais, il travaille au cinéma qui est le 14A. Il pensait que c'était pertinent à l'époque de faire ça dans une ville comme Nantes, qui est pas une petite ville. On est d'accord, mais qui a peut-être moins de, ça peut avoir un impact moindre que sur une ville quand même d'importance. Non mais Nantes, c'est quand même la 7e ville ou 6e ville de France, donc D'accord. c'est quand même assez important. Et puis faut voir qu'à cette époque-là, il y a 12 ans, à part Gérard May et l'étrange à Paris, il n'existait strictement rien Ouais. en province, mais Là, on vraiment parle rien on du parle tout. de quelle année, donc? Il y a 12 ans, mon vieux, fais le calcul. Non mais on était en 2000, 2000, enfin, 80, Il y avait rien en 99, 2000 à part Gérard May. En France, il n'y avait rien du tout. C'est-à-dire que si tu étais un fan de cinéma de genre, C'était le marché vidéo et basta, quoi. c'était le marché vidéo, c'était les Troc-Tout, c'était les dépôts-ventes, c'était les VHS à 5 francs. Les conventions formidables. Non mais même pas, les conventions existaient, c'est un truc très anglo-saxon, les conventions ça existe quasiment pas en province non plus. Ouais. Donc on pouvait quasiment pas voir tout un tas de longs métrages qui existaient via les festivals, et à part monter sur Paris ou avoir pas de chance et aller à Gérard May pour gravir les pistes avec Ophélie Winter, voilà, il n'y a pas grand chose d'autre, donc et lire Mad Movies ou l'écran fantastique avec passion. Donc voilà, Jean-Maurice a été vraiment l'un des tout premiers à faire quelque chose qui aujourd'hui se répand existe quasiment maintenant. partout, c'est ces séances récurrentes de cinéma de genre. Et puis il y a eu aussi un boulot fait par, je pense, qui est arrivé de la même frustration que tout soit concentré sur Paris. Je pense que c'est la même chose pour toi, pour Cyril ou pour Philippe Lutz à Strasbourg ou autre. Voilà, c'est tout d'un coup amener du cinéma Ce qui de genre. paraît étonnant, c'est qu'il n'y ait pas eu une émergence plus tôt. Oui, mais alors ça, à mon sens, c'est extrêmement économique. C'est-à-dire, faut voir comment est le paysage des salles aujourd'hui en France. C'est que on est soit en multiplex, qui va uniquement reprendre du cinéma commercial de première exploitation, soit on est avec des salles art et essai qui font du cinéma art et essai et qui ne se rendent pas compte du potentiel du cinéma de genre. Et que le cinéma de genre, c'est pas uniquement du nanar ou des mauvais films, c'est aussi des perles. C'est Oui, et puis c'est de moins en moins un cinéma de niche en plus. Enfin, Il y a c'est surtout l'accès aux copies, je pense, qui était compliqué pour les gens qui n'avaient pas l'habitude de faire ça, quoi. Donc proposer des films en 35 mm en salle, c'était pas non plus aussi simple que passer un DVD maintenant. Ouais. Donc c'est pas n'importe qui pouvait faire ça, il fallait avoir une certaine connaissance, une certaine habilité. Voilà, il fallait du temps aussi, et peut-être que notre génération maintenant, à l'âge de faire ça, ce qu'on peut pas faire il y a 10 ans, en fait. Enfin, moi c'est ça, je vois, il y a 10 ans, je pouvais pas faire ça. le défrichage était peut-être plus Voilà, moi complexe. j'avais 20 ans il y a 10 ans, et il y a 20 ans j'avais autre chose à foutre qu'organiser des soirées. Ah, mais il n'y avait pas d'autres gens comme oui. vous aujourd'hui qui étaient plus Pour vieux. quelle et raison qui, Ils étaient déjà placés, je pense, ils étaient déjà dans les boîtes de distribution. Enfin, il y a peut-être eu une génération qui a sauté, en Ouais. fait. Ouais. Oui, non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a eu la génération Avoriaz, Festival du Grand Rex. Voilà. Il y a eu Mad Movies avait organisé dans les années 80 avec JPP. Il existait déjà un festival, je Il y a crois. du Super 8, en fait, du court-métrage, il y avait une compétition de Super 8 avec un gagnant, c'était En Marche du Festival du Grand Rex. C'était, voilà. Et puis là encore, faut pas oublier que fin 70 et 80, le cinéma de genre, là encore c'est économique, mais il n'y avait pas encore tous ces multiplex et la distribution était beaucoup plus large. Et tu avais des films de Dolph Lundgren qui aujourd'hui seraient des DTV, qui seraient à peine d'audio DTV et qui sortaient en salle sur une centaine de copies. Les films Jacques Etienne, c'est ça. Enfin, il y avait des distributeurs comme ça qui étaient spécialisés dans ce type de ciné bis et qui pouvaient se retrouver à être exploités facilement dans les salles de province. Et surtout les années 90, c'était vraiment la misère niveau film de genre, quoi. Je sais pas Voilà. si vous vous souvenez, Sans blague. on avait un relique, on avait des trucs comme ça, c'était vraiment la Donc misère. vous pensez qu'il y aurait deux facteurs, il y aurait une sorte de régression culturelle entre guillemets, c'est-à-dire que c'était plus difficile de voir ces films-là en salle à cause de la mort de petites salles, et également le fait que c'était le désert cinématographique aussi à ce niveau-là, quoi.
Non, c'est pas la mort de petites salles, mais c'est une évolution du paysage cinématographique en France qui a vu beaucoup de distributeurs couler entre 80 et 90, qui étaient plutôt des distributeurs spécialisés dans le genre, que ça s'est énormément reporté aussi sur le DVD, la VHS, avec l'explosion des multiplex. Il y avait une demande qui était soit sur les gros films, soit du cinéma à essai haut de gamme. Enfin voilà, il y a tout un tas de facteurs qui expliquent que, et puis faut pas oublier que le DVD aussi a énormément joué pour transvaser une partie du public qui préférait voir les films sur son canapé. Ouais. Et il y avait moins de risques économiques en plus à sortir un DVD tout d'un coup ou à sortir de la VHS que de sortir un certain nombre de longs métrages en salle. Et alors sur les premières soirées de l'absurde à Nantes, quelle a été la réaction des gens? Ça a tout de suite fonctionné. Vous avez tout de suite trouvé un public demandeur? Alors là, je vais répondre en tant que spectateur parce que j'avais filé les coups de main à Jean-Maurice, mais c'est vraiment Jean-Maurice le créateur. Mais t'étais intervenant donc. Oui, je suis intervenu un certain nombre de fois et puis régulièrement quand il faisait des nuits, il me demandait de venir pour faire le bouffon avec quelques camarades comédiens. Ouais. Mais ça a pris excessivement vite. Ouais. C'est que ça a rempli une demande. En plus, Nantes était une ville qui, il y avait la guerre Rennes-Nantes et Nantes était en train de devenir de plus en plus étudiant. Voilà, pour les étudiants, il se passait pas non plus grand chose et ça a été un appel d'air tout d'un coup pour ces cinémas-là et ça a très bien marché, très très vite. Et en plus, ce que je pense le directeur de la salle n'avait pas imaginé, c'est que ça a donné un coup de jeune à une salle à réessai et ça lui a apporté un public qu'il n'avait pas auparavant. C'est-à-dire qu'il avait un public étudiant mais plutôt classique, lettres et autres. Et tout d'un coup, il a pu s'ouvrir sur d'autres jeunes spectateurs et c'est toujours ma croyance, c'est qu'on peut parfois être un peu repoussé par le cinéma à réessai en disant ah oui mais c'est pas pour moi, c'est fait pour les intellos et autres, alors qu'il y a des choses extraordinaires qui sortent et avec le prisme du cinéma de genre, on peut découvrir d'autres choses et être amené à revenir dans ces salles. Et c'est ce qui s'est passé à Nantes notamment, et c'est pour ça que depuis 12 ans, le 14A accueille l'absurde séance. Mais c'est un peu ce qui s'est passé aussi avec le Latina, quand j'aurais proposé de prendre du cinéma de genre. C'était une salle qui était plutôt spécialisée dans tout ce qui était cinéma d'Amérique latine, espagnol et autres. Il venait d'être racheté par Vincent-Paul Boncourt, qui est le patron de Carlotta, sublime éditeur DVD, qui fait un travail extraordinaire depuis des années. Et moi, quand grosso modo, l'histoire, c'est que je revenais de Montréal, j'étais un peu déprimé de revenir d'une année de Montréal et de récupérer. C'est toujours déprimant de revenir de Montréal. Ouais, surtout pour revenir à Paris. C'est clair, ouais. Et je voulais absolument faire quelque chose pour m'occuper. Et je me dis tiens, c'est peut-être le moment. C'était l'époque où l'Étrange Festival n'était pas encore revenu de sa grande période de pause de disette parce que le Forum des Images était en travaux en rénovation, et la période du Grand Rex n'avait pas très bien marché. Enfin, pas très bien marché. Je pense qu'ils n'avaient pas trouvé leur marque à ce moment-là. Donc il y avait une période aussi de vide où, à part la Cinémathèque, personne ne faisait du cinéma de genre. Et voilà, j'avais envie de monter l'absurde là. J'ai envoyé des mails tout de suite à Vincent Paul Boncourt en me disant que je vais en plus aller être excessif dans ce que je vais lui proposer. Comme ça, s'il accepte, j'aurai pas les problèmes que certains peuvent avoir dans d'autres salles en France. C'est de temps en temps des patrons de salles qui font oh là là, c'est pas un peu trop violent, c'est pas un peu trop gore, c'est pas un peu trop porno, blablabla. Donc moi dès le départ, je vais passer des films de néo-nazis pédophiles avec des nains végétariens zombies, blablabla. Et en me disant voilà, s'il accepte ça, au moins j'aurai pas de problème de prog. Ouais. Et le mec il a trippé, vraiment il est c'est exactement ça ce que je veux, on va faire des séances de minuit, vous avez carte blanche, faites-vous plaisir, faut qu'on retrouve cette ambiance de séance de cinéma de genre un peu crypto, un peu bizarre, un peu étrange où il se passe des trucs voilà, enfin c'est le truc sur lequel on fantasme tous les uns les autres. Sur l'époque du Brady, on pouvait être à côté d'une stripteaseuse, d'un clodo, on regardait du Jackie Chan à l'écran. Bon, on va pas jusque là tout le temps, mais voilà, il a eu cette envie de propositions différentes et alors qu'il est un cinéma d'art réessai, le Latina, ils ont une sublime programmation, ce qu'ils font avec Carlotta, on pourrait pas imaginer. Il y a 4 spectateurs par film dans la journée. Non, mais depuis qu'ils ont repris, ça cartonne, je te jure. Non, c'est ça, parce qu'au moment où t'as commencé là-bas, si je me trompe pas, la salle était un peu en danger, non? Enfin, c'était pas une des quelques salles parisiennes indépendantes encore qui étaient menacées de fermeture. Non, parce que justement, il venait d'être racheté par Vincent, qui avait envie d'avoir une politique très. Elle est super bien située cette salle, par contre. Ah oui, c'est une vraie salle de quartier. Elle est à côté de l'hôtel de ville, voilà. Donc, elle est sublimement située, mais c'est une vraie salle de quartier avec 2 salles, une salle de 180 places,
une salle de 60 places, ils viennent de tout rénover. Non, il y avait une vraie volonté de Vincent de réinvestir, de changer un peu la programmation, de garder ses fondamentaux, c'est-à-dire quelques films d'Amérique latine, espagnole, forcément du Almodovar, élargir un peu sur quelques films gays de par le quartier, et puis avoir une programmation un peu pointue en cinéma art et essai. Et ils ont, je crois, pris 50% en entrée en même pas un an. Non, il y a une vraie diversité qu'ils ont mis en place. D'ailleurs, ils font souvent des soirées avec WeFM là-bas, leur soirée mensuelle, ça se passe là-bas. Vincent est quelqu'un, c'est un cinéphile tel que je les aime et tel que je me retrouve dans ce genre de cinéphilie, c'est-à-dire qu'il aime tous les genres de cinéma. Il aime le bon cinéma. Oui, c'est ça. Voilà, donc il a pas de. Il est pas fermé à quelques genres que ce soit. Ouais. Il vient même quand on passe Superman Triple X, il est là. Il vient, il regarde le film, ça le fait marrer. Quand on passe Devil Story, il adore. La qualité du scénario. Et puis, non, c'est parce que le film était passé en VOST. Il avait exigé que le film soit en VOST et voilà, on a respecté un porno en version originale. Donc non mais. Je trouve que c'est audacieux de la part de salles d'art et d'essai de présenter un cinéma qui était considéré comme la lie du cinéma, un cinéma purement commercial, bas de gamme et autres, alors qu'on se rend compte aujourd'hui, mais quand je dis on se rend compte, c'est parce que aussi on est aidé par des journalistes dans Libération, dans les Inrocks, et qu'il y a du cinéma qui est considéré en plus au départ comme de la presse un peu bobo et un peu hautaine vis-à-vis du cinéma de genre et qui finalement défend quand même. Ils sont pas du tout même. C'est que tu regardes bien l'évolution de même des cahiers dès les années 80, ils défendaient le cinéma de Hong Kong, qui était un cinéma purement commercial, mais parce qu'ils voyaient qu'il y avait un travail d'image, un travail narratif, un travail de scénario qui n'existait nulle part ailleurs. Et un type comme Olivier Assayas, qui écrivait à cette époque-là dans les cahiers, a été un des tout premiers en France à défendre ce cinéma-là. On parle beaucoup de Christophe Gans, mais il y avait aussi Assayas qui a fait un gros travail. Enfin, il y a eu deux écoles en même temps et on a tendance à l'oublier. Donc, mais année après année, aujourd'hui, c'est quand les cahiers font les couvertures avec le Spider-Man 2 de Sam Raimi, voilà, ça rend crédible une partie de ce cinéma geek qui montre que c'est pas juste un cinéma de boutonneux et de branleurs et qu'il y a aussi. Cela dit, c'est pas du tout ton créneau, ça, Yann. Mais si, dans ces soirées-là, je parle. Mais si aussi indirectement, parce qu'on peut passer autant du The Fall qui va être un film très onirique ou amer avec les réalisateurs. Quels sont les films les plus mainstream qui ont été diffusés de ton point de vue à la Panique? Top Gun. Ouais. Non mais par exemple, mais moi je crois beaucoup dans cette diversité de la cinéphilie. C'était une soirée pilote de chasse. C'était une soirée. Les mecs sont tous venus habillés avec leur casque et leurs lunettes de soleil. Scientologie et outing gay. Donc je disais bien qu'il y avait un truc. Non mais parce que là encore je trouve ça rigolo que tous ces films années 80-90 qui ont bercé notre jeunesse, qu'on a tous revus a posteriori sur RTL 9 ou en DVD, tout à coup les revoir en salle. J'aimerais quand même nuancer ce que tu dis par rapport à Top Gun, c'est-à-dire que je pense que si vous avez diffusé Top Gun, c'était aussi peut-être pour en rire. Alors je dis pas de se moquer, je dis d'en rire, mais avec le film, pas contre le film. Alors le film a pas très bien vieilli, je te l'accorde, mais je vais te prendre autre chose. J'adorerais passer le flic de Beverly Hills. Pour moi, c'est un super long métrage. Là, en fin d'année, on va passer SOS Fantôme. Excusez-moi, c'est un bon film. Tu le regardes. Là, tu compares ça à Top Gun, voilà. Quoi. Mais, pour moi, c'est pas trop la même catégorie non plus, tu vois. Oui, mais pour moi, c'est pas du second degré en tant que tel. C'est un peu comme Dirty Dancing, tu vois. C'est pas un bon film, Dirty Dancing, mais c'est une Madeleine de Proust. Et au final, il y a un côté assez jubilatoire. Et puis c'était une façon de ramener des gonzesses aussi à Panique Cinéma. Alors justement, pas être entre couilles. En parlant de ça, je voulais savoir quel type de public tu draines en fait. Est-ce que finalement t'es étonné de voir qu'il y a plein d'horizons différents ou c'est quand même un rendez-vous de geeks et de cinéphiles qui sont intéressés que par le cinéma de genre ou ça dépend vraiment des films. Il y a quand même la volonté par la programmation d'être éclectique. Donc il y a des séances qui vont être plus mecs que d'autres. Alors bizarrement, c'est pas celle auquel on imagine. Par exemple, les séances porno, quand on passait derrière la porte verte, Gorge profonde, etc. C'était quasiment 50-50 dans la salle. D'accord. Ça devait être bien ma fin. Ouais, c'était cool. Pourquoi on n'a pas monté un stand, François, ce soir-là? En même temps, ce soir-là, c'est pas vous qui avez nettoyé les fauteuils. Donc, voilà, le pauvre patron, là. Quelle horreur. Et non, mais la nuit jeux vidéo qu'on avait faite avec Super Mario, etc. Par contre, là, c'était très masculin. Vous avez passé Super Mario? Oh la vache. Super Mario. Street Fighter, il y avait Street Fighter aussi. Ah, c'est chaud. Et on a fini avec un film que j'aime beaucoup qui est le Yakuza de Takeshi Miike.
qui est une adaptation d'un jeu Sega, enfin voilà, qui était bon bref. Donc non, c'est vraiment diversifié, ça dépend des films, mais grosso modo, c'est vrai qu'on est un peu plus masculin que féminin, on est très 25-30, mais là encore, il y a l'envie de diversifier. J'ai la certitude, je pense que pour Cyril c'est pareil, que aujourd'hui le cinéma de genre est peut-être trop vu comme une niche geek, et quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays, et je reprends l'exemple de Bruxelles, c'est pendant 15 jours, une salle de 1500 personnes avec 6 séances jour, et les parents publient tout le temps, mais les séances de 20h, 22h, elles sont souvent blindées. Montréal Fantasia, c'est un festival extraordinaire, et pareil, c'est 15 jours, il y a 3 semaines de séances non-stop de 11h jusqu'à 2h du matin, et c'est blindé du matin au soir, ils sont dans 2 salles, et aujourd'hui on n'a pas cette grande manifestation populaire. Je mets un peu entre parenthèses les tranches. Non, mais on va en parler un petit peu plus tard dans le cours de l'émission. Le festival remplit un peu ce rôle-là, mais pas complètement. Ils font un travail hyper pointu, extraordinaire. On est tous un peu les enfants de l'étrange festival Paris, mais il y a pas cette dimension, même s'il commence à le prendre un peu, cette dimension fun, ludique, et voilà ce que devrait être Gérardmer, mais ce que ces grosses feignasses mercantiles de Gérardmer ne font pas. C'est-à-dire qu'ils sont dans une logique purement financière, et voilà, je le redis, à partir du moment où dans un jury, t'as Ophélie Winter, enfin je veux bien être pop, mais il y a des limites. On t'invitera pour un spécial Gérardmer, Yann. Oui, ça me fera plein de choses à dire. Des trucs à dire. Non, mais c'est pas de la critique gratuite par rapport à Gérardmer. L'idée, c'est pas de défoncer Gérardmer particulièrement pour défoncer Gérardmer, parce que ils sont les. C'est quand même le seul festival où je suis allé où j'ai vu des mecs appuyer sur play sur le lecteur DVD pour me balancer une bande de DVD, quoi. T'as ça, panique. Mais je sais aussi, mais non, mais c'est pas la même ampleur. Là-bas, ça reste en pause, quoi. Non, mais en plus, malgré tout, on est ça c'est encore une autre discussion sur le numérique, joie et dégâts du numérique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix parfois de passer des DVD, mais on est extrêmement exigeant, parce qu'on est spectateur aussi au départ, de passer le meilleur à un moment donné. Donc on a une ambiance un peu branleur, donc on se permet parfois des choses, mais c'est pas dilettant. Ça c'est une petite parenthèse. Par rapport à Gérardmer, moi le souci que j'ai, c'est qu'il se positionne, il se vende comme le festival de référence en France du cinéma de genre, et je trouve ça très bien qu'il y en ait un, mais j'adorerais qu'on ait un bon festival de cinéma de genre en France, fantastique, vraiment. Quand tu regardes la programmation la dernière programmation de Gérardmer, c'est d'une tristesse absolue. La moitié des films étaient déjà passés dans d'autres festivals. Il ne présente pas ce que l'on demande, qui est le minimum du minimum que tu demandes à un festival de cinéma de genre, et là je vous reparle en tant que spectateur. Je sais aussi la difficulté que c'est d'organiser ce genre de manifestation, mais quand on a autant d'argent et que l'on se dit être le plus puissant, tu as au moins l'honnêteté de travailler et essayer de représenter à un moment donné qui est le moment de ta sélection, ce qu'est le cinéma de genre dans le monde. Gérardmer ne fait pas ça depuis des années. Mais c'est juste ça le problème. Me le confirmer, vous êtes peut-être plus, mais ils ont pas d'argent en fait, non? Non, c'est des choix politiques. Gérardmer, c'est organisé par un groupe. C'est organisé par le Public System. Le Public System, ils ont quand même un paquet de caillasses. C'est toute la municipalité de Gérardmer qui file l'argent. Ils payent le Public System pour organiser. En fait, il y a une association à Gérardmer qui s'occupe du festival et qui mandate le Public System pour organiser, si j'ai bien compris, le fonctionnement. Voilà. Mais c'est surtout la municipalité qui met à disposition des hôtels, des restaurants, les étudiants des écoles de télé à côté, enfin tout un tas de trucs, plein de bénévoles. Il y a beaucoup de bénévoles à Gérardmer, il ne faut pas oublier. Comme dans tous les festivals. Vous savez comment on appelle les habitants de Gérardmer? Non. On les appelle pas, on les siffle, non? Non, on les appelle des bénévoles. Bon, mais alors, t'arrives malgré tout quand tu me dis que ça dépend des films, ça dépend des séances, le public que tu draines. Est-ce que tu fidélises quand même? Est-ce que tu vois des mêmes têtes qui viennent tout le temps? Ouais. Mais après, il y a une base, je crois, de têtes sur Paris, on voit dans tous les festivals. C'est-à-dire, ils font l'étrange, ils vont faire le pif, et moi, le Plastic Man, je lui réserverai un fauteuil tout de suite. Vous pensez à quelqu'un en particulier, là, en fait. Non, mais il a lâché le mot, la Plastic Man. Non, mais t'es un mec extraordinaire, mais en même temps, c'est une crème, mais ça. Non, mais c'est un personnage incroyable. C'est un type qui fait toutes les séances de cinéma de genre sur Paris, mais même j'en parlais avec les mecs qui font à Bruxelles les séances à la Cinémathèque, et il un screen, mais même la Cinémathèque à Z, et c'est un type qui est toujours au premier rang,
qui est avec ses sacs plastiques, avec des yop, avec le journal, etc. Quand tu présentes le film, t'as des invités, il en a rien à foutre, il lit son Ouest France d'il y a 3 semaines, il a son yop par terre, il est parfois pas assis sur son fauteuil, il est assis par terre, et puis il part, il est là, et tu comprends un petit peu parce que t'as pas passé le film en version originale, parce que moi la version originale, et puis Tracy Lord, tu comprends, ça va être son anniversaire, alors si tu pouvais passer aussi un film, parce qu'il y a Barbara Wire, alors parce que c'est l'anniversaire aussi, tu comprends, et voilà, il est là il a l'accent du midi. Non mais il a une espèce d'accent. Ah ouais, ne parle avec lui, mais c'est voilà, mais ça fait partie du folklore du cinéma de genre. C'est on a un ou deux frics, mais qu'on aime aussi d'amour, parce que si on était heureusement qu'ils sont là quand même. Ouais, non mais si on était uniquement entre gens de bonne compagnie, et si on était, c'est ce qui donne aussi la personnalité finalement à ce type de manifestation, d'avoir des espèces de mecs un peu borderline. Ah oui, d'accord, tu parles pour l'ensemble. Borderline, c'est le mot, je crois, mais oui. Ouais, mais si on a fait ce cinéma-là, alors aujourd'hui les geeks ont gagné, mais quand il y a 10 ans, faut se rappeler qu'on était fan de jeux vidéo, qu'on était fan de cinéma de genre, on était les losers du high school, quoi. Les geeks n'ont pas gagné, c'est les commerçants qui vendent des trucs aux geeks qui ont gagné, à mon avis. Ouais, les geeks sont très loin d'avoir gagné, parce que franchement, depuis qu'ils ont gagné, tout n'est pas mieux qu'avant, voire c'est pire qu'avant, quoi. La qualité et tout, je préférais quand c'était fait par des gens qui aimaient le cinéma plutôt que par des geeks, quoi. Ouais, non mais c'est devenu une industrie, c'est que maintenant la geek attitude est devenue une industrie, mais on va dire que ils ont gagné une respectabilité, c'est que tout d'un coup c'est cool d'être geek, mais voilà, c'est leur portefeuille qui est devenu cool. Mais pour moi, vous vous inscrivez pas du tout dans cette filiation. Pour moi, avec Panic ou avec ce que fait Cyril, qui nous le dira après, mais vous n'êtes pas du tout inscrit dans cet état d'esprit-là, pour moi. Mais parce que vous n'êtes pas, parce qu'encore une fois, vous n'êtes pas mainstream à mes yeux. Ça n'empêche pas de diffuser des choses des fois comme Top Gun, effectivement, mais je me souviens largement de plus de séances de Panic où tu passes des trucs vraiment plus obscurs, et avec du potentiel beaucoup plus marqué que ce qui peut intéresser 90% des geeks, entre guillemets, quoi. Ouais, alors réflexion intense. Non, parce que le truc c'est que moi ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai la certitude que ces manifestations-là peuvent être populaires. Alors tous les films ne s'adressent pas à tout le monde, évidemment. Amer va diviser, et va avoir autant des fervents supporters que des gens qui vont détester profondément le film, et des gens qui s'en foutront juste. Mais après c'est un équilibre de programmation. C'est que lorsqu'on a, alors on est en hebdomadaire, donc on a 50 films qu'on va passer sur l'année, il va y avoir des trucs qui vont être hyper fun, et j'ai aussi moi cet espoir, je prends un exemple à la con. Moi je suis arrivé au cinéma via David Lynch, via Twin Peaks, d'accord, donc je tombe sur cette série, je trouve ça extraordinaire, et tout d'un coup je commence à me faire tous les films de Lynch, et je commence à les faire tous en salle. Et puis donc, ces films n'étaient exploités que dans les salles RSC. Donc je commence à regarder ce qu'il y a dans cette programmation RSC. Et je commence à découvrir d'autres choses, blablabla. Le but, c'est pas de faire ça avec que tous les spectateurs, je suis avec un pistolet en disant intéresse-toi à autre chose. Mais je pense que si on est malin, on a la possibilité de temps en temps de rebondir sur. On est venu pour voir Star Crash et pour s'éclater sur Star Crash, et tout d'un coup on regarde la bande-annonce juste avant d'un film un petit peu crypto, un peu étrange. On dit tiens, ça va peut-être être rigolo, ça va peut-être être étonnant, ça va peut-être être surprenant. Et comme j'aime bien l'ambiance générale, tiens, moi je vais venir. Et donc, même si on a parfois des choses un petit peu crypto, et encore, on est quand même très très loin de choses qui peuvent passer à l'étrange festival. On est moins dans ce rôle-là, nous, que l'étrange festival, qui fait un travail extraordinaire là-dessus, de sortir des copies que plus personne ne trouvait, connaissait même l'existence. Ensuite, sur l'histoire du geek, ouais, si quand même, malgré tout, je l'assume un petit peu. On n'est pas une séance de geek, mais voilà, ce truc un peu branleur de cinéphile pervers, j'aime bien l'assumer, justement. Là encore, parce que je pense que notre séance doit être différente du PIF qui va arriver bientôt, de l'étrange, de la cinémathèque. On n'est pas là pour être concurrent, c'est une autre proposition, avec une volonté d'être branleur populaire. Puis déjà, vous avez pas il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de jury, c'est uniquement des séances de cinéma. Non, et si on devait en faire, ce serait pour élire, je sais pas, le prix de la plus belle décapitation, ce serait voilà, la plus belle giclée de sang. Juste pour dire, moi, ce que j'aime beaucoup chez Panic Cinéma, je sais pas pour t'envoyer des fleurs, c'est tes partenariats, en fait. Tu penses à je mets bien le micro pour que les gens t'entendent. Tu penses à chaque fois à packager ta soirée, c'est chose géniale. Il y a des bandes annonces, la façon dont tu vas rajouter les bonus et tout, comment tu vas utiliser des partenaires pour justement amener un plus à la séance. Je trouve que chaque séance est assez unique en soi, et assez différente. Unique et différente, mais voilà, c'est la même chose. Mais pour dire que tu arrives à créer une sorte d'univers à chaque séance, et ça, je trouve ça vraiment admirable, surtout que tu fais ça toutes les semaines. Et là, je te le dis encore une fois, et je te le dis souvent, je sais pas comment tu fais pour faire ça toutes les semaines. C'est juste un boulot monstre. Mais voilà, c'est bien, c'est que tu crées un univers à chaque fois, et il y a une unité que je trouve mortelle dans ce que tu fais, quoi. Voilà, c'était juste pour dire que
Alors justement, Comment vas-y tu Bruno. fais, ouais. Bah, c'était la question que je voulais poser, c'est-à-dire que est-ce que c'est ton gagne-pain ou c'est une passion que tu partages avec un autre boulot à côté? Comme Parce tout que le ça doit monde, demander effectivement beaucoup d'organisation si c'est une fois par semaine. il n'y a pas d'argent dans le cinéma de genre, il Ouais. n'y a pas d'argent dans les festivals, donc on fait tout ça avec la bite et le couteau. D'accord. J'ai un boulot à côté, j'ai plein d'autres activités à côté. C'est vrai que Panique me prend pas mal de temps. Après, Vous êtes combien? T'organises pas ça tout seul? Non, on est plusieurs. Il y a une équipe, on est à peu près 4-5 Ouais. à être vraiment dans. Il y a une nouvelle équipe là qui vient de se créer pour la rentrée, ou avec des rôles assez précis. Quelqu'un qui va être plutôt sur la presse, quelqu'un qui va filer des coups de main pour tout ce qui est l'international, quelqu'un qui est sur plutôt l'animation. C'est vrai que j'ai tendance voilà, je chapeaute le truc parce que voilà, c'est important de gagner une ligne conductrice dans un bordel général. Et voilà, je tiens justement à ce qu'on puisse mélanger dans Panique autant du premier degré que du fun. J'ai pas envie qu'on se limite uniquement à du nanar, qu'on tombe dans justement ce qui est aujourd'hui le drame du cinéma de genre en France, c'est qu'une grande partie des spectateurs pensent que le cinéma de genre c'est du nanar, c'est des mauvais films, et c'est des trucs où on va gueuler. Donc voilà, je veux toujours être et dans du pointu et dans du cinéphile grand public. Et voilà, après c'est un travail en permanence à s'intéresser à ce qui se passe, à discuter avec des producteurs, avec les réalisateurs, trouver des idées, essayer de rebondir sur des choses. Et parfois ça joue vraiment sur rien. Je prends le gros coup qu'on a fait sur la saison dernière. C'était Rob Zombie, Sherry Moon Zombie, qui pour la première fois en Europe sont venus dans une salle de cinéma pour présenter leur film. C'est arrivé d'un truc totalement con, c'est-à-dire que j'ai un pote qui me disait je peux pas venir à telle séance alors qu'on devait se voir, et il me dit pourquoi je suis au Hellfest, le Hellfest, tiens si j'allais voir la programmation, tiens il y a Rob Zombie, tiens je vais appeler au cas où le Hellfest, tiens il me renvoie vers Warner, merde Warner ils vont pas vouloir, tiens je tombe sur des gens cool qui adorent Rob Zombie, son cinéma, et qui veulent faire ça. Et c'est un enchaînement de choses et qui sont pas liés tant que ça au cinéma, c'est juste être curieux et au final je crois que on fait tout ça par passion. Et pourquoi par passion? Parce qu'on est des spectateurs, parce qu'on a fait des festivals, parce qu'on aime regarder ce cinéma-là, et on a envie de transmettre cette passion d'une manière ou d'une autre. Comment ça s'est passé avec Rob Zombie? Super bien. En tant que mec, je veux dire, parce que c'est il est végétarien. Il est là, je suis super déçu. C'est quoi ces rockers de pacotille qui boivent de la San Pellegrino non, mais et qui bouffent des cornichons et des concombres? Non mais fuck quoi. Oh oui, il était vénère. Le mec, c'est un rocker, il part à 23h, il est à jeun. Ouais, Bruno, il était tellement vénère qu'après il s'est mis à faire pipi dans la salle, quoi, histoire d'avoir un geste rock dans la soirée. C'était assez catastrophique. Moi, je voulais demander comment, donc là, la soirée. Donc tu t'en branles de ça. Donc on s'en fout de l'animateur, il est cool, il boit de la flotte. Mais c'est intéressant de savoir comment tu gères un invité comme ça dans un. Ouais, moi j'en venais aux invités. Comment est-ce que quel casse-couille. Eh ouais. Putain. T'es pas chez toi, mec. Pose ta question. Comment tu choisis tous les films et tout? C'est juste en fonction d'opportunités comme ça, ou il y a déjà des films que tu veux passer dans l'année, ou parce que trouver un film toutes les semaines qui a un minimum d'intérêt pour les gens qui n'ont pas déjà vu 50 fois sur RTL 9 ou des trucs comme ça, c'est un peu compliqué quand même. Ouais, c'est un mélange de plein de choses. Mais c'est beaucoup d'opportunités au final. C'est vrai qu'on pour des raisons pratiques, on peut assez peu diffuser des films inédits en France parce qu'il faut faire les sous-titres, parce que parfois ils coûtent cher à diffuser. On fait extrêmement attention à être en règle sur tout ce que l'on diffuse. Tout ce que l'on passe, on a les accords des ayants droit, on paye pour ça. Si jamais la séance nous est offerte, on a un papier du producteur qui nous dit oui c'est bon, vous pouvez passer la séance. C'est excessivement important de faire pour nous les choses dans les règles de l'art. Mais ça c'est du temps, c'est du travail, c'est de l'argent, et donc il y a des choses qu'on adorerait passer mais qu'on ne peut pas passer quand un distributeur nous demande par exemple 2000 € pour passer un long métrage belge obscur. Voilà, donc il y a aussi des choses excessivement pratiques. Ensuite, voilà. Donc c'est pour ça que parfois aussi on rebondit vachement sur les DTV. Je travaille beaucoup avec les éditeurs les éditeurs vidéo. On essaie de travailler en amont et de trouver des idées un peu malines pour pouvoir faire des choses. On travaille avec forcément les distributeurs salles. Mais on travaille avec la diffusion des films. Bien sûr, ouais, bien sûr. C'est soit un forfait. Ça peut monter jusqu'à combien? Nous, on peut pas dépasser, tout compris, 200, 250 €.
Mais tout compris, c'est-à-dire les traductions, les droits de passer le film, etc., etc. On peut monter à 300 €, mais encore on l'a jamais fait. Mais si on est sûr que la salle soit remplie, que bon, mais même si, quand tu fais une nuit complète, tu l'as un petit peu fait, c'est-à-dire la nuit jeux vidéo par exemple, où tu as passé 3 films. Il y a eu une autre nuit aussi, c'était une nuit Grindhouse. Voilà, on a fait la nuit Grindhouse, on a fait une nuit des zombies. Là, c'est des nuits qui ont des budgets, j'imagine, un peu plus importants. Mais pas tant que ça. Je vais te donner, parce que aussi ce qui est important, si on dit qu'on fait une manifestation populaire, on fait pas des places à 15 €. C'est 5 € la place. Carte UGC et carte Gaumont. Donc déjà, à partir de là, on est dans une salle de 180 places. Vous voyez déjà la jauge financière pour la salle. Sachant que il y a un opérateur à payer, il y a des heures de nuit, alors maintenant moins, il y a un caissier, il y a nous, on a des frais, etc., etc. Donc on est quand vite tu t'en vas limité, tu vois. Tu leur donnes de l'argent en fait. Oui, c'est ça, genre sort de ma... voilà, donc ça crée. Voilà, le budget il est vite réalisé. On est vite bloqué à un moment donné. Il faut que la salle gagne de l'argent. En gros, t'es en train de dire si quelqu'un qui nous écoute a dans l'idée un jour de se lancer, ce qui serait génial, parce que puis il y a de manifs de ce type, mieux c'est. Tu estimes que le budget de 300 € en ayant les bons plans, les bons contacts, la bonne salle, c'est jouable. Oui, Cyril. Je pense que je vais les calmer. Enfin, on en parlera sûrement après, mais je vais un peu calmer tout le monde. C'est terrible. Pour l'instant, c'est la partie fun. Je trouve que Yann a trouvé un espèce d'équilibre qui se tient, quoi, qui est pas trop gourmand. 300 €, oui, je pense que c'est des choses comme ça, mais il y a aussi tout le travail qui est fait par les bénévoles aujourd'hui. Mais Fantas, je vais pas les payer les gens, mais qu'au moins, voilà, qu'on défraye tout, qu'ils puissent avoir des bonus, qu'ils peuvent avoir des cadeaux. C'est un travail en hebdo. T'as eu Luigi Cozzi hier soir. Ouais, on a eu Luigi Cozzi. Le réalisateur de Star Crash. Et comment t'as récupéré Luigi? Mais là, ça nous oblige, quand on n'a pas d'argent, à être malin. Et là, en l'occurrence, être malin, c'est travailler avec des gens qu'on aime bien, qui sont Metaluna Prod et Movies 2000, qui, pour dynamiser aussi leur boutique, et nous, pour dynamiser nos séances, on se dit on va se mettre ensemble plutôt que bosser chacun de notre côté. Donc là, Luigi Cozzi, on se dit on va prendre en charge ensemble et on va se partager les frais. C'est ce qui va arriver avec Joe Dante quand on va la voir le 19 novembre. C'est parce que on avait l'info qu'il venait en France pour autre chose. Metaluna, ils sont en contact avec lui pour plein de raisons. Moi, j'étais aussi en contact avec lui quand on a passé Panic sur Florida Beach. Voilà, plein de choses qui font que quand on lui demande tiens vous voulez pas passer en même temps, on peut se partager ensemble. Vous allez diffuser quoi comme film pour la soirée de Joe Dante? Je sais pas encore parce que c'est compliqué les copies. Je voudrais éviter de passer Looney Tunes, qui est peut-être le seul de Joe Dante que j'aime. Moi. Mais par exemple, ça aurait été drôle de passer. Je sais pas si on l'aurait passé forcément, mais le premier Gremlins, Warner a les droits, mais il n'a plus aucune copie. On peut avoir des copies chez des collectionneurs, mais faut être sûr que Warner derrière se fasse pas le et s'il vous plaît redonnez-nous la copie parce que ça nous appartient. Je te file le DivX. Oui, mais tu vois, c'est aussi Cyril se fera un plaisir d'en parler, mais c'est aussi ce genre de choses on évite le DivX justement. Notre but c'est toujours proposer pour un film le meilleur ou le plus drôle pour le film. Quand je nuance un petit peu le coup du meilleur, c'est que parfois sur Grindhouse, faut passer une VHS quoi. Non mais vraiment, non mais en plus ça c'est un truc que je rêve de faire réellement, c'est de plugger une vieille lecteur VHS et passer des VHS sur certaines soirées. Géant, bien sûr, mais ça va être intense, c'est le kiff, et puis tu fais des pauses, tu fais des accélérés, t'as vraiment les moments où ça se trie et autres. Oui, je revenais sur cette nuance du meilleur, c'est que parfois je trouve plus drôle de passer un Predator en copie 35 catégorie 4, c'est-à-dire qu'il manque des moments, ça saute, c'est un peu cracra, mais c'est la copie 35 et c'est cool. Et voilà, plutôt que de passer le Blu-ray qui va être tellement nickel que ça en est un petit peu triste. Après, il y a des limites parce que par exemple, on va passer SOS Fantôme. Là, je me pose la question parce que visiblement la copie est tellement catastrophique. Oui, puis il faut pas que ça joue en la défaveur non plus de tes soirées. C'est-à-dire parce que là, faut que tu trouves un espèce de compromis quand même. Faut que tu arrives à satisfaire c'est toujours, un peu tous les publics, quoi. Donc, mais c'est être cohérent par rapport à nos envies de spectateurs et par rapport à nos propositions de cinéma. Voilà, on assume le fait que certains films, c'est bien mieux de les voir en VF qu'en VO. Ghostbusters, on va le passer en VF. J'adore Bill Murray, mais c'était une époque où les VF étaient extraordinaires. La VF de Ghostbusters, elle est sublime, vraiment. Donc on va le passer en VF. Mais c'est toute une tambouille que nous on a, qui sont des questions qui parfois la VF de Top Gun est sublime aussi. Tu l'as passé en VF, Yann? Non mais je peux te chanter Berlin si tu veux. Take my breath away.
Si tu savais. Mais est-ce que au bout de, donc ça fait maintenant 2 ans, c'est ça que, Alors, à peu près est lancé depuis début 2011 et ces séances de genre qu'on a lancées au Latina avant sous l'appellation Absurde Séance Paris, ça fait depuis 2 ans. D'accord. Et est-ce que à partir d'un certain moment, tu es toi sollicité par des boîtes ou des gens qui veulent diffuser des choses et qui t'en proposent plutôt que toi être tout le temps en recherche? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vers toi avec des œuvres ça arrive, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais là vous passez un truc du chat qui fume là. Oui, Lascarès. Est-ce que là c'est eux qui viennent nous voir parce que c'est des plus petits éditeurs et des choses comme ça? Non, mais on a de bons contacts avec le chat qui fume et on avait passé Blackaria, qui était le moyen métrage par la même équipe que Lascarès, et moi j'adore Blackaria qui est pour moi l'antithèse de Damer. Ces gens-là venaient plutôt peut-être te voir pour se dire comme ça on aura une soirée entre guillemets avec notre film. Non, là c'est un désir de spectateur parce que j'ai pas vu le film, ça, au grand bonheur de Cyril, mais c'est aussi une envie de suivre l'évolution de jeunes auteurs qui se démènent dans le cinéma de genre. J'adore Blackaria, pour moi c'est une vraie proposition assez unique parce que c'est un film excessivement putassier et c'est rare dans le cinéma amateur court ou moyen d'avoir des films qui soient aussi putassiers et en même temps aussi bien foutus avec très peu de moyens. L'image est sublime dans Blackaria. Là il y a vraiment très peu de moyens. J'ai bossé avec un mec qui a bossé dessus et qui me disait que c'était bien rock'n'roll. Ouais, c'était rock et pourtant l'image est nickel. Il y a le jeu d'acteur est un peu plus limite, la direction un peu, mais il se passe quelque chose. Je pense comme Cyril, on reçoit des pelletés de cours, de moyens, et il y a des trucs très bien. Il y a des fois t'as des purges. Moi, Blackaria, je trouve que c'était quelque chose qui valait le coup d'être défendu parce qu'il y avait du cinoche à l'intérieur. Votre dernier joli coup en matière de cours, c'est Zombie Bin Laden. Ah ouais. Parce que alors, je savais pas du tout que t'avais un rapport avec ça au départ. C'est un mec qui a posté sur le forum de Mad et je lui ai dit tiens, jetons un œil. J'ai halluciné. Je me suis dit ah ouais quand même. Les mecs vont loin quoi. Parce que là c'est un concours. Ouais, c'est ça. Alors, donc là, il y a un jury. Je vais partir. Ouais, non, mais c'est encore différent. Ça reste fun parce qu'il y a quasiment pas de lot. Enfin, si, il y a des lots, mais c'est les gens qui font aussi ça par plaisir, je pense. En tout cas, Zombie Laden, ça a fait un véritable un mini-buzz, quoi. Alors, je vais répondre en plusieurs temps. C'est tout d'abord, par rapport à Panique, justement, notre volonté, c'est qu'on parle beaucoup de films, de programmation, mais il y a cette envie, justement, que ce ne soit pas uniquement une salle de cinéma où on appuie sur play et on balance le film et démerdez-vous avec ça. C'est pour ça qu'on a le bar qui est ouvert 1 heure avant et on a le partenaire avec Bavaria. C'est pour ça qu'il y a il y a les Oh My God qui viennent avec leur shop. Guilty Freaks vient avec son shop de temps en temps. On veut que ce soit un lieu de rencontre, que ce soit un lieu de discussion, que les gens s'engueulent, parlent, que des projets naissent là-bas. On avait accueilli, par exemple, le Grenelle du porno que le Tac Parfait avait monté il y a 1 an. Mais c'est dire aujourd'hui le cinéma porno français, il est quand même beauf, bas de gamme et insupportable à part quelques mecs type John Birout. Mais c'est quand même une chipitude absolue. Comment essayer de faire quelque chose? Est-ce qu'ils vont y arriver? J'en sais rien, mais au moins il y a cette envie, cette démarche d'y arriver. On avait fait aussi des kinos cabarets. Les kinos, c'est quand en 48 heures on doit réaliser le maximum de courts-métrages avec un groupe de 50 personnes qui se connaissaient pas 5 minutes auparavant. Donc il y a cette envie d'essayer d'être un bouillonnement, une émulation permanent autour de films, autour de Panique Cinéma. Et dans ce contexte-là, un jour un mec est venu me voir avec un concept qui s'appelait le cinéma à l'envers, que je trouvais extraordinaire. C'est un concours en 2 temps où tout d'abord on demande à des graphistes de faire des fausses affiches de films, des affiches de films rêvés et imaginaires. Et là, on l'a fait sur le cinéma de genre. On a eu une centaine d'affiches, on en a sélectionné une dizaine. Et à partir de là, commençait la deuxième partie du concours où n'importe qui pouvait réaliser le court-métrage, la fausse bande-annonce issue de cette affiche. D'accord. On avait Nuclear Holocaust, on avait Zombie Bin Laden, on avait tout un tas de choses. Elvis contre la Gestapo. Il était déjà mort, Ben Laden, à l'époque? Je crois pas. Il est super médium, je crois qu'il était mort. Si, il était mort. Ouais. Et donc, à partir de là, on a eu une trentaine de cours, dont Zombie Bin Laden, et qui a été un espèce de raz-de-marée sur Internet. Ils en sont, je crois, à 400 000 vues en 1 semaine et demie. C'est un truc de fou. Ouais. C'est c'est incroyable. En même temps, il est super bien branlé. Il est super bien foutu. Je crois qu'il est arrivé au bon moment. Il est malin, il est intelligent, il est bien foutu. Il est sur un sujet qui est quand même un tout petit peu touchy. Ouais. Il va à la limite de ce qu'il doit faire. Rurik joue mal. Oh, parce que tu veux chier sur Rurik, arrête. C'est mon amour, Rurik. J'aime son. Tu sais, c'est un peu mon bossu quand il touche la tête. Non, mais t'es chiant. Ah, Rurik. Non, je déconne. Non, mais voilà. Ça, private joke. Zombie Bin Laden, ça nous est arrivé un peu. Mais c'est l'aboutissement aussi, justement, de cette
ce désir de ne pas être que des séances de cinéma de genre, d'être des lieux de rencontre. Et on est ravis, mais il y a pas que Zombie Bin Laden. Hein. On a une trentaine de cours, regardez-les. Là encore, il y a tout. Il y a des trucs faits l'iPhone 4G. Il y a des trucs faits de manière un peu plus professionnelle. Mais c'est que vous avez diffusé, que vous allez diffuser en salle. Donc la remise des courts-métrages s'était arrêtée il y a une semaine. Ouais. Là, le jury est en train de se réunir, de voir tous les cours et on va en sélectionner 4-5. Et les 4-5 meilleurs sélectionnés par le jury. Alors, c'est pas les internautes qui votent. Hein, c'est pas le nombre de jury, vues. C'est Jean-Michel. Non, mais Big up Jean-Mi, si tu nous écoutes. T'as les réalisateurs des Lascar, t'as la Schlockhoff, t'as les gens des très courts, il y a les mecs de Short TV. Enfin voilà, c'est un jury assez éclectique et on diffusera à Panique les meilleurs. Dailymotion, un des boss de Dailymotion est aussi dans le jury. Les vidéos sélectionnées seront Vidéo Star sur Dailymotion. Ils seront diffusés sur Short TV, etc., etc. Donc voilà, c'est tout ce que tu dis, Yann, c'est Panique, quoi. On a l'impression que c'est un tout petit truc avec des petits moyens, comme tu le confirmes. Mais t'arrives, mais et j'ai une petite bite, je te jure. Je préfère pas la sortir. Tu te démerdes. Vas-y, montre-la. Tu te démerdes, mais grave. Mais elle est tellement petite, elle est flottée. Tu sais, elle est flottée comme les Japonais. T'arrives même pas. Mes poils sont plus longs que ma bite, quoi. On a l'impression que j'ai 45 bits, mais non, c'est que des poils. Elle est cachée au milieu. Parce que je me rase autour de la bite. La séance, c'était hier soir. Non, mais sans déconner, c'est encore une fois, c'est hallucinant. Tu déplaces des montagnes avec une pelle de bac à sable. Mais c'est pas que moi, on est vraiment une équipe. On est 5 personnes et voilà, on est des fans de cinéma de genre et c'est pas que nous, c'est aussi le public. On est suivi par des gens qui sont si passionnés et qui prêchent la bonne parole et voilà, on a une chance folle aujourd'hui. On va essayer de continuer à ce que la confiance que les spectateurs, que les distributeurs, que les réalisateurs ont en nous, voilà, et à continuer aussi à travailler. C'est très important. On n'est pas seul aussi parce qu'il y a d'autres manifestations qui existent et c'est pour ça qu'on se connaît avec Cyril. Dès le début, j'ai essayé de rencontrer un peu tout le monde pour dire voilà, on existe, on veut faire ci, on veut faire ça, essayons de travailler intelligemment les uns avec les autres et de temps en temps on voudra les mêmes films et ce sera aussi un peu compliqué, mais voilà, on essaye aussi tous parce qu'on est tous des passionnés, on est tous des cinéphiles, on a tous les mêmes envies, on n'aime pas toujours forcément les mêmes longs métrages, on n'aime pas forcément toujours les mêmes choses, mais on a tous envie de défendre cette cinématographie avec nos moyens, notre état d'esprit et notre humeur. Et quand tu tiens une manifestation comme celle-là, où est-ce que tu te fixes des limites dans ta programmation? Est-ce qu'il y a des choses où vous dites non, ça on peut pas le passer? Pas forcément parce que c'est mauvais, mais des trucs qui vont trop loin, du snuff ou des trucs comme ça. Vous êtes non, mais tant que non, t'oublies qu'il a parlé de nazis, nains. Oui, c'est vrai. Non, mais moi j'aime beaucoup Serbian Film par exemple, qui est jugé par beaucoup comme un film abject, dégueulasse, etc. Là encore, pour moi, il y a du cinéma dans ce truc. C'est une soirée Human Centipede. Non, mais Human Centipede, c'est super bien. Le premier, moi je l'aime beaucoup aussi. C'est tant que, en tant que spectateur, je trouve le film intéressant, pertinent et ayant quelque chose et qui ne vont pas contre un certain nombre de valeurs que je peux avoir. C'est si on tombait dans du racisme, si on tombait dans un certain nombre de voilà, de choses qui pourraient me poser problème. Voilà, voilà, j'irai pas là-dedans s'il y a pas de cinéma. Mais je vais aller plus loin, c'est que même si le film, je ne l'aime pas particulièrement, mais je trouve qu'il a un potentiel, qu'il a quelque chose, je le programmerai parce que je trouve que c'est intéressant. Je fais pas que pour moi, là encore, autrement je me programmerai uniquement dans mon salon les choses. Il y a des films, je trouve que c'est intéressant de les passer aussi, même si c'est pas forcément mes films préférés. C'est quoi le truc le plus trash qui a été diffusé à Panique ou à l'Absurde? Alors ce sera à venir parce qu'on va faire une soirée What the Fuck. On va passer Symbol et Forbidden Zone, mais Symbol, surtout c'est très très particulier. On va passer deux montages de 15 minutes hyper what the fuck fait par un fou furieux de l'internet qui a été chercher les trucs les plus barrés du monde. Et si vous connaissez le violon gay, notamment, alors vous avez mis mais le violon gay, on a vu blablabla. C'est le mec chelou avec des lunettes là. C'est le mec chelou avec les lunettes qui est là. Sauf que il y a une vidéo que quasiment personne n'a vue et que nous avons retrouvée, c'est la mise en la réalité du joue-moi du violonneux tout le monde avec mon archer. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le violon gay fait partie de l'équipe Panique Cinéma. Donc c'est plus facile pour eux. C'est que beaucoup pensent que c'est un fake et que le mec est pas du tout voilà, aussi barré. Mais non, on a la vidéo qu'il avait postée sur un site de rencontre gay québécois il y a quelques années qu'il a essayé de retirer, où il est en train de se faire jouer du rigodon sur sa bite avec un archer. Et ça, je peux vous assurer dans le genre what the fuck. Putain, je suis là.
Il y aura du What the Non, Fuck. c'est bien. Mais c'est une vidéo, pour la trouver, je peux vous assurer qu'on en a chié durant les 6 derniers mois, parce qu'on savait qu'elle existait et on l'a retrouvée, et donc on la passera, et ça je pense que ce sera le plus What the Fuck qu'on pourra diffuser à vie, comme le rigodon. Joue-moi du rigodon. Et justement, donne-nous des gros trucs qui sont à prévoir. Est-ce que tu peux balancer déjà À partir Non du mais, 15 octobre. non mais jusqu'à la fin de la saison, on va avoir donc Joe Dante sur le 19. On va faire donc Dedo, qui est un humoriste du Jamel Comedy Club, qui va faire sa carte blanche. Il va présenter SOS Fantôme. On va avoir Las Caresses. C'est le 19 décembre. Donc c'est notre séance de Noël. Donc on aura l'arbre de Noël chétif du Latina. On va poser des cadeaux moches. C'est une tradition qu'on a maintenant. Donc tu viens avec des cadeaux moches et tu les déposes sous le sapin, et ensuite tu récupères un cadeau. On se fait des échanges de cadeaux moches sur cette séance-là. On va voir Massiste contre les Amazones, un film de Jess Franco qu'on va avoir une très belle copie 35. En compagnie de Jess Franco. Ah non, pardon. Excusez-moi. On va faire, C'est drôle, là. En parallèle du PIF, il y a un autre festival qui va s'appeler le Festival Pigalle, où on va faire des choses aux 3 baudets, là, accès un peu cul et autres. Sexy international. Non, ça c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Là, dans le cas du Sexy Film Fest, on passe Malice in La La Land, qui est le dernier film porno de Sacha Grey, qui est un truc assez dingue. C'est entre Donnie Darko et Anna Lintrudier 45. Et le réalisateur sera là. C'est un Belge, et c'est un film assez hors Sacha Grey norme sur dans Paris le genre bientôt. porno. C'est un Belge qui a fait ça. C'est un Belge qui a fait ça. Ouais. Et on essaye d'avoir Sacha Grey. Alors, J'ai un pote qui mixe avec elle dans quelques jours. Je peux essayer d'avoir un contact. Ouais. Pour de vrai. Tu sais que la moment. Tu sais que là il a une érection. Un pote qui Ouais, mixe c'est avec ça. elle, donc il passe de la musique avec elle, hein, je précise. Il fait pas des mix bizarres. Si j'avais une grosse bite, tu verrais que je bande. Mais en l'occurrence, je vais te le Tu dire. vois les poils se relèvent là. ça se dresse là. C'est Eh ben, écoute, généreux. on en reparlera. Mais ouais, voilà. Donc, allez sur le site de façon paniccinema.com. On aura Kidnappé aussi, qui est un film que j'aime beaucoup, un film espagnol en 12 plans séquences. L'intelligence, je trouve, de ce film, qui est un film de séquestration, c'est que il se vend sur un concept qui est 12 plans séquences, mais au final, au bout de 10 minutes, t'oublies le concept des 10 plans séquences, et t'es tellement traumatisé par ce que tu vois à l'écran. Voilà, ce sera dans le cadre d'une soirée psychopathe qu'on fait avec TCM, la chaîne TCM. Voilà, la soirée What the Fuck. Voilà, plein de choses. Regardez sur le Facebook et sur le Twitter et sur le paniccinema.com. J'en ai chié tout cet été pour comprendre WordPress. J'ai enfin réussi à foutre quelque chose qui a de la gueule. Donc, s'il vous plaît, allez-y, ça me fera plaisir. Yann, merci beaucoup, parce que je crois que tu dois nous quitter. Mais t'as beaucoup parlé, c'est bien. Non, mais je suis super content parce que j'ai plus parlé que Cyril pour l'instant. Alors, je sais que tu vas me rattraper, salopard, parce que je me barre. Et en plus, j'en ai profité parce qu'il est malade. Donc, c'est un peu, tu sais, le mec qui est à terre et le type qui est chétif mais qui donne des coups parce que le mec, il a plus de force, il est bourré, il est au sol. Il fait, allez, salope, t'as vu ce que tu prends. Donc, voilà, mais Cyril, je sais que tu vas te rattraper. Tu peux me balancer les films de ta programmation comme je me barre? Parce que tu m'en as balancé 3, il m'en manque 3. On peut faire une pause là. Mais on va marquer une courte pause, on va vous passer quelques extraits de bande-annonce un peu what the fuck pendant 2-3 minutes, et on revient dans quelques instants avec Cyril Despotin pour la fin de ce podcast. Merci Yann. Merci. À bientôt, ciao. Welcome to Intermission. Finally, the truth about Hitler's diabolical plans to create a race of superwomen can be told. Werewolf women of the SS. Steven Spielberg présente Gremlins. On va faire des compliments et une zappa du tonnerre. Oh, 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 oh. S'il peut saigner, on peut le tuer. Who? No foolish heroics, if you please. Is Darkman. Your move, creep. Les fantômes. Allô, SOS Fantôme. Toc toc. Now. Crime has a new enemy. If it had a mind, you could reason with it. The Blob. Terror has no shape. From director Sam Raimi. Darkman. SOS Fantôme. Vous n'avez pas vu un revenant?
ville court vers un désastre aux proportions bibliques. Nous sommes à la veille de l'apocalypse. De retour sur ce podcast du mois d'octobre, creepshop.com, et on va se tourner vers notre deuxième invité de la journée, à savoir Cyril Despotin. Comment ça va ? Très très bien. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, donc toi, tu t'occupes cette année de la première édition du Paris International Fantastic Film Festival. Ouais, mais pas que. Mais pas que. Alors tu vas nous expliquer un peu tout ça. Déjà, avant, tu t'es occupé d'une autre manifestation, à savoir l'Alu Collective et Étrange Festival à Lyon. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà comment tu as débarqué dans tout ça, de quoi tu t'es occupé au départ et qu'est-ce qui t'a amené à aujourd'hui revenir sur Paris? Je vais faire la rétrospective complète. Allez, de on tout y ça. va. Alors, en fait, tout d'abord, moi je suis festivalier depuis des années. Ça fait 10 ans que je parcours des festivals en Europe. Que ce soit bien sûr Gérardmer, Sitges, Neuchâtel, le LU, enfin bon, pas mal de festivals que je fais en tant que, à la base, spectateur, simple spectateur. Et donc, à force de faire ces festivals, on rencontre des gens, on commence à comprendre les rouages d'un festival. Et on commence à dire que ça doit pas être si impossible à faire. Et surtout, quand on est lyonnais, on est un peu dégoûté de ne pas avoir sur Lyon ce genre de manifestation. Et on est obligé d'aller à Paris, à l'Étrange Festival, pour pouvoir voir des films rares et pouvoir se délecter. Donc ça revient vite cher, ça devient vite compliqué. Et au bout d'un moment, on se dit pourquoi pas à Lyon, quoi. Et une année, en fait, au Lausanne Underground Film Festival, donc le LUF, j'ai discuté avec Frédéric Tan, qui était membre du jury cette année-là. Et je lui dis, mais pourquoi il n'y a pas d'Étrange Festival à Lyon? Il fait, t'as qu'à l'organiser. Ouais. Je crois que c'était en 2004, il me semble. Et je fais, ok, d'accord. Toi, tu faisais quoi au départ dans la vie? Moi, là-bas, je suis informaticien. D'accord. Je suis responsable informatique. Donc pas spécialement grand-chose à voir. Non, mais bon, comme beaucoup de gens, j'ai... Cyril, tu as bossé chez Electronic Arts, ouais, je le sais. J'ai bossé pendant 2 ans, j'étais le responsable informatique d'Electronic Arts France. D'accord. Voilà, je suis aussi ma deuxième passion, c'est le jeu vidéo, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais donc, tu pourras revenir éventuellement, donc c'est bon à savoir. Voilà, donc j'ai donc une passion pour le cinéma aussi, donc voilà, j'allais beaucoup au ciné, je lisais beaucoup, j'avais beaucoup d'amis là-dessus, je parcourais beaucoup de forums où je discutais avec beaucoup de gens, ça m'a amené à rencontrer pas mal de personnes du milieu, de voir un petit peu comment l'envers du décor fonctionnait. Et donc quand Frédéric Tan m'a proposé de faire ça sur Lyon, il se trouve que j'avais déjà monté une association sur Lyon qui s'appelait Zone Bis, et on faisait déjà des projections de films dans des bars. Déjà à l'époque, on essayait d'être un peu carré dans ce qu'on faisait, des niveaux présentation des films, niveau comment les films étaient montrés, les accompagnements, le sérieux de la programmation. Donc on avait déjà quelque chose qui avait déjà été fait sur Lyon. Donc là, on était première moitié des années 2000. Voilà, première moitié des années 2000, vraiment 2003, 2002 pour les projections dans Lyon. Ouais. Il se trouve qu'après, on est monté un peu en puissance et vraiment, on sentait plus trop le faire de cette façon-là. C'est qu'à l'époque, on passait avec des droits SACEM, mais c'était pas totalement légal et nous, ça nous ennuyait de faire ça comme ça. Donc on a préféré arrêter. On en a fait pendant 5-6 mois, quoi. On a eu l'occasion du coup de bosser sur l'Étrange Festival de Lyon. Ça a pris beaucoup de temps parce que le cinéma sur lequel on avait jeté notre dévolu, parce que c'est important de trouver un cinéma. Alors, si on parle tout à l'heure de comment faire un festival, première chose c'est de trouver un cinéma qui nous accueille. Donc il se trouvait qu'à Lyon il y avait le cinéma Comédia qui appartenait au groupe UGC. Et UGC avait décidé de se séparer de ce cinéma-là. Il est resté pendant longtemps en jachère, j'ai envie de dire. Et il a fait devenir une résidence étudiante ou un restaurant, je sais plus quelle connerie quoi. Et il se trouve qu'un indépendant a décidé de le racheter. Et cet indépendant c'est en fait GBK Films, c'est ce qu'on fait Kirikou et la sorcière. D'accord. Voilà, donc c'est un peu la même configuration que ce qui s'est passé pour le Latina en fait. Voilà. Sauf que là du coup Comédia c'est comme multiplex d'un RDC, c'est comme 6 salles dont la plus grande fait 300 places. Oui. C'est un plus gros. C'est un gros établissement. C'est un gros établissement. À Lyon c'est carrément le plus gros cinéma d'RDC de Lyon et je crois qu'en termes de fréquentation française c'est un des plus gros indépendants. D'accord. Ils ont été plusieurs fois élus les meilleurs exploitants indépendants de France et autres. Donc c'est vraiment un très très gros truc. C'est très demandé par les distributeurs pour avoir leurs films au Comédia. Donc c'est vraiment une place importante dans Lyon, donc on avait jeté notre dévolu là-dessus. Ça tombait bien, le directeur de la salle, Ronan Frémondière, bossait avant à Clermont-Ferrand et accueillait l'Étrange Festival pour les sessions de court-métrage qui se passaient pendant le festival de court-métrage de Clermont. D'accord. Donc tout ça coïncidait parfaitement. Ronan venait de reprendre le cinéma, il était en travaux, ils ont pris beaucoup de retard dans les travaux. Une fois que les travaux étaient finis, ils nous ont dit voilà, on a besoin d'une année complète de fonctionnement pour voir comment nous on prend nos places et tout. Et vous pourrez venir après. Donc voilà, il se trouve qu'au début 2004, on a parlé de l'idée et c'est fait vraiment que pour la première fois en début 2008. Voilà, il s'est passé pas mal d'années entre les deux. Et il s'est passé plus de temps qu'un an finalement. Oui, beaucoup plus de temps. En fait, il y a eu le temps de voir le cinéma. Ils ont pris un an de retard. Ils avaient déjà prévu d'ouvrir en 2007, je crois. Ils ont ouvert ils avaient prévu d'ouvrir fin 2006. Ils ont ouvert fin 2007. Ouais. Donc tout 2007, ils ont fonctionné. C'est en 2008 qu'on est arrivé. Donc, qu'est-ce que tu as fait toi pendant ce temps-là? Tu as continué à rester un peu... Je continue à faire des festivals, à continuer à avoir des films et à croître un peu mon carnet d'adresse et mon relationnel, c'est-à-dire voir comment les autres font, comprendre les rouages pour tout ce qui est droit, justement, la logistique et tout. Après,
On y verra tout à l'heure. Un festival, c'est surtout du bon sens. C'est surtout savoir organiser un événement, savoir gérer une équipe, savoir fonctionner tous ensemble avec peu de moyens. Yann, parce que tu fonctionnes de la même manière que Yann, c'est-à-dire c'est beaucoup de bénévolat. C'est que du bénévolat. En fait, pas compliqué. On a monté une association. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une association a le droit d'avoir un compte bancaire et donc après on a le droit de recevoir des subventions, on a le droit de pouvoir payer des choses et tout. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut monter une assoce aussi. Un des points importants, il faut monter une assoce. À moins que vous montez en entreprise, c'est ce qu'a fait d'ailleurs, je crois, Daniel Cohen à Strasbourg. Il est en association et depuis peu pour pouvoir passer le cap supplémentaire, il s'est monté en auto-entrepreneur ou je ne sais quel, je sais pas les détails, mais en tout cas il est monté en entreprise et je pense que normalement si on veut passer le cap du côté amateur sans aucune notion négative, il faut passer je pense en entreprise et voilà. Sachant que les tranches festivals de Paris depuis 17 ans, ils sont toujours en association loi 1901, ça n'a pas changé. On peut salarier des personnes, c'est pas un problème, mais c'est une structure qui permet au final dans le temps de pas pouvoir passer certains caps. Je pense à l'exemple de Japan Expo, ils sont restés très longtemps en association et s'ils ont voulu passer le cap après pour pouvoir avoir certains lieux et autres et tout, il fallait qu'ils soient en entreprise. D'accord. Voilà, donc après c'est des micro-structures, c'est 4-5 personnes, mais voilà, il faut passer ce cap-là de l'associatif pour y arriver. Donc nous, on est entièrement tous bénévoles. À la base, c'est une bande de potes, on s'est connus par des forums de ciné, on a monté sur Lyon les projections parce qu'on s'entendait bien et que ça nous faisait plaisir. Et quand le festival s'est fait, c'était naturellement la même équipe qui s'est organisée. Des gens se sont greffés au fur et à mesure parce que forcément ça draine des gens qui sont motivés et intéressés. Ouais. Et là, au final, on est une dizaine de personnes qui fonctionnent dans l'année sur le festival à Lyon. On a plusieurs postes, on a des gens qui s'occupent de la technique, d'autres de la communication, d'autres des invités, d'autres des bénévoles. Des partenariats, chacun son rôle est bien à lui. Et donc ça a commencé en 2008. Voilà, en 2008, tout à fait. Non, c'était l'étrange festival. Alors, c'était l'étrange festival de Lyon. Et est-ce que vous avez des comptes à rendre à l'étrange festival de Paris, qui doit être le plus ancien. Est-ce que vous avez des comptes à rendre aux gens qui l'ont créé ? Fred Tan, quand il a créé l'étrange festival de Paris, il s'est trouvé qu'un an après, Strasbourg s'est créé aussi. C'était Philippe Lux et son équipe du Mad Ciné Club qui sont allés le voir pour lui dire qu'ils adoraient ce qu'il faisait et qu'ils voulaient faire pareil. Donc il y avait déjà un fonctionnement qui fonctionnait avec une province et Paris. Et donc quand on est arrivé, on a eu à peu près le même système. C'est qu'en fait, Fred Tan avait un regard sur la programmation. Il fallait pas qu'on détruise l'image de marque qu'il avait créée en passant n'importe quoi dans les films. Comme on avait en fait les mêmes goûts, parce que si on allait à son festival et qu'on aimait, on a rarement eu de problème là-dessus parce que c'était les mêmes films qu'on voulait passer. Enfin, quand j'ai les mêmes films, c'est pas les mêmes titres, mais en tout cas les mêmes types de films. Là où Fred Tan tenait vraiment à avoir un regard absolu, c'est sur la communication visuelle, c'est-à-dire les affiches et tout ce qui va être imprimé avec le logo de l'étrange festival. Il fallait que tout soit validé. Donc ça a été la seule chose sur laquelle on avait à travailler avec lui, c'était cette partie-là. Donc, mais vous aviez toute l'attitude de ce point de vue-là, mais il fallait simplement qu'il soit d'accord avec vos propositions, quoi. Tout à fait. Alors, la première année, en fait, on avait proposé une affiche et en fait, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, on avait des deadlines par rapport à la publication de Mad Movies, il fallait qu'on se dépêche pour la rendre et en fait ça n'a pas du tout plu et on n'a pas eu le temps de travailler sur un nouveau visuel, donc on a préféré prendre un visuel existant qu'on a juste on a mis Lyon à la place de l'étrange festival, l'étrange festival Lyon. Du coup voilà, c'est la première année, c'est la seule affiche qu'on n'a pas vraiment fait de nous-mêmes, mais les années suivantes c'est Pierre-Yves qui est le graphiste, le directeur artistique du festival qui a proposé, qui a eu du coup l'opportunité de mettre ses propres visuels et depuis donc 2009, 2010, 2011 c'est nos propres visuels, sauf qu'en 2011 on n'était plus étrange festival, mais ça je vais y venir après. Donc pendant ces 3 années, donc 2008, 2009, 2010, on a eu juste à valider le visuel et la programmation bien sûr, mais ça c'était toujours Frédéric nous faisait confiance et on n'a jamais eu à avoir à discuter, c'était toujours des films qui forcément entraient dans l'esprit. Et alors comment, par rapport à ce dont on discutait avec Yann tout à l'heure, qui lui fait une manifestation hebdo, comment s'organise le déroulement d'un festival ? Parce que là c'est différent, c'est une manifestation qui est limitée dans le temps. On a le même nombre de films que lui à l'année, sauf que nous c'est sur une seule fois. et du coup c'est plus simple pour plein de choses. C'est plus simple parce que tu communiques une seule fois, donc tu peux mettre toute ta force de communication sur une seule fois, tu peux te permettre de faire un catalogue, de faire des affiches, tu concentres tout en une fois, donc c'est beaucoup plus simple, ne serait-ce aussi pour la logistique des copies, tout ça ça a du sens. Nous on bosse on commence à bosser 6 mois avant, c'est-à-dire que même un peu plus, et d'ailleurs on est très très prolixe là-dessus parce que mes autres collègues sont toujours surpris qu'on s'y prenne si tôt. Mais généralement, au début d'été, milieu d'été, on commence à bosser sur la programmation. On commence à là actuelle, je vous parle, j'ai déjà la programmation de fait pour les sélections collectives 2012. D'accord, ok. On parle des idées qu'on voudrait. On commence déjà à lancer des films, à voir la faisabilité par rapport aux copies. Tu veux dire que tu as des engagements aussi du point de vue des distributeurs Alors non, c'est pour la partie rétrospective. D'accord. Parce que à Lyon, contrairement à Paris, dont je parlais tout à l'heure, on a une partie rétrospective, une partie avant-première. Les avant-premières, ça, je dirais ça qu'à partir de février. Je peux pas avant négocier quoi que ce soit parce que les gens me disent que c'est trop tôt. Là, je parle pour les avant-premières, pour les rétrospectives, je veux dire. Donc, on a déjà
préparer parce que nous, c'est quand même le plus gros, c'est les 3/4 du festival, c'est quand même des rétrospectives. Et le dernier quart, c'est les avant-premières. Donc on a bossé, on bosse la partie fun, c'est-à-dire faire la programmation. Ça, c'est le plus simple dans le festival. C'est ouais, je veux ça. Ça, c'est easy. C'est après que ça devient compliqué, c'est quand il faut trouver les copies, trouver les ayants droit. Yann en parlait tout à l'heure. Et c'est un bordel sans nom. On avait par exemple un film qu'on a rêvé de passer en 2011 cette année, donc et qu'on n'a pas pu parce que l'ayant droit nous demandait $2000, je crois, pour la projection. Puis après, il était descendu à 400, et après, elle dit non, je veux plus que le film soit montré, alors qu'on avait une copie et qu'on voulait vraiment le montrer. Film. Je peux pas le dire parce qu'on attend d'avoir le. D'accord. Mais c'est un film vraiment culte, peu montré, voilà, dont ça a déjà été diffusé en salle en France. Ouais, à l'époque, ouais. D'accord. Enfin bref, on avait la copie 35. C'était le cas par exemple de Parents cette année. On a passé Parents de Bob Balaban. Laurent, qui s'occupe des droits pour le festival, a été jusqu'à Lionsgate pour pouvoir négocier le truc. C'est-à-dire qu'en fait, il a contacté la productrice du film de l'époque, qui a mis en copie Bob Balaban. Les ayants droit actuels, c'était Lionsgate, parce qu'en fait, souvent les droits passent de personne en personne, qui rachètent des fois des lots, qui sont là. Donc il y a 41 copies, parce que Lionsgate disait non, on s'en fout de ce festival, c'est en France, le film, on n'a pas besoin de le montrer, voilà et tout. C'était super loin. Au final, on a eu l'autorisation de le passer, on a dû payer les droits assez cher pour ça et tout, mais ça a été super loin pour arriver à avoir les droits du film. Et même une semaine avant la publication du catalogue, on ne savait toujours pas si c'était possible ou pas, quoi. Mais c'est dingue, en fait, comme les films se baladent depuis que je parle avec vous tout à l'heure, j'ai l'impression que les ayants droit qui changent tout le temps, ça fait que t'as des bobines qui se baladent partout dans le monde, qui changent de main tous les 2-3 ans. C'est ça, des fois tu as carrément des banques qui rachètent des entreprises et qui se retrouvent avec des droits. Je crois que Brendel appartient à la BNP, c'est un truc comme ça. Ça paraît con comme ça pour la France, je parle. Moi, je trouve que ça a du sens. Brendel appartient à oui, c'est vrai que ça a un petit peu de sens. Voilà, c'est qu'en fait, en France, quand tu rachètes une entreprise, tu rachètes son passif, et des fois tu rachètes des catalogues de cinéma, et des fois les trucs sont complètement perdus, inutilisables, parce que je pense à un truc tout con. Blade Runner, actuellement, c'est impossible de diffuser Blade Runner. La Warner n'a plus les droits du film, en fait. Ils ont sorti un film récemment restauré il y a 2-3 ans, je crois, et maintenant c'est plus possible, et ils voudraient bien le passer, ils peuvent pas, quoi. Ils ont pas les droits, quoi. Pour la France. Et la personne qui a les droits. Alors là, je sais pas quel est le micmac derrière tout ça. Nous, par exemple, il y a 2 ans, on voulait passer le locataire de Polanski. En plus, le Blade Runner, je sais pas combien de versions du film. C'est le Crédit Agricole, non? Non, mais je sais, on voulait passer le locataire de. Bruno, je vais débrancher ton micro, en fait. On voulait passer le locataire de Polanski il y a 2 ans, et ça n'a pas été possible parce que pareil, Paramount n'avait pas les droits pour la France. C'était un micmac. C'est pour ça que le film d'ailleurs est sorti très très tard en DVD. Il est resté pendant des années en zone 1, mais jamais en zone 2, parce qu'ils avaient un problème sur les droits. Entre temps, ça s'est débloqué, mais bon, notre festival était déjà passé, quoi. En plus, à l'époque, Polanski, c'était compliqué. Ils nous l'ont dit, c'est compliqué en ce moment pour Polanski, vous savez. Ouais, on va passer autre chose, hein. On a passé autre chose du coup. Mais... D'accord. Voilà. Et alors donc pourquoi vous êtes passé de l'Étrange Fest à Hallucination Collective, pardon. Alors en fait pourquoi? Parce qu'en fait on faisait festival depuis tout seul, depuis le début. En fait on était vraiment autonome à 100%. Que ce soit sur la à part les validations de visuels, voilà, mais sur l'organisation propre, c'est-à-dire faire venir les copies, faire la communication, organiser le truc. Enfin tout ça c'était notre festival depuis le début. Et au moment on s'est dit bon. Est-ce que c'est toujours cohérent de prendre un nom d'un autre festival, sachant qu'on fait notre propre mixture, notre propre truc et tout? Est-ce que ce serait pas mieux de prendre notre indépendance, d'être totalement maître de ce qu'on fait, sans aucun aspect négatif par rapport à Paris, hein? Moi, je continue à l'Étrange Festival de Paris, je continue à apprécier beaucoup ce festival. C'est juste que nous, sur Lyon, du coup, on s'était dit pourquoi, est-ce que ça a du sens? Voilà, on s'est posé la question, est-ce que ça a du sens? Et on s'est dit que du coup, non, on préférait être indépendant. Que ce soit clairement identifié que voilà, on organise le festival à Lyon et pas, on n'est pas. C'est des fois des gens pensaient qu'on était juste une antenne lyonnaise et que c'était fait sur Paris l'organisation, alors que. Sauf que vous perdez l'image qui est peut-être un peu de valeur du. Sur Lyon, quoi. Pas grand-chose. En fait, on a fait un sondage en 2010 pour justement un peu tâter le terrain. Et les gens ne connaissaient pas l'Étrange Festival vont venir à Lyon. Des fois, dans notre petit cercle, on pense que des trucs sur acquis. En fait, il y a plein de gens qui connaissaient pas du tout à Lyon. Il y avait quand même des gens qui connaissaient. Hein. C'était pas 0% de personnes qui connaissaient pas. Mais globalement, voilà, non, ça. Rien ne vous empêchait de prendre votre propre nom et d'accord. Voilà. Donc on a préféré, on en a parlé à Fred, on a préféré du coup, se séparer du tronc commun, on va dire quoi. Sachant qu'il n'y a pas eu que nous en Étrange Festival. Il y a eu aussi une édition à Bordeaux, je crois, à Rouen. Il y en a eu à Nantes. Enfin, il y en a eu plusieurs qui n'ont pas forcément duré. Voilà, Caen, il y a eu à Caen aussi. Ça n'a pas forcément duré. Celle qui dure le plus en dehors de Paris, c'est Strasbourg. Et là, l'année dernière, en 2011, là, ils ont changé leur date. Ils étaient en octobre, avant ils sont passés en mars. Et ils se posent encore la question de savoir si l'année prochaine ils vont le faire encore ou pas, parce que là, ça fait 17 ans qu'ils le font et ils commencent à être un peu usés, quoi. Ouais, j'imagine. Donc voilà, il y a personne pour reprendre les rênes.
Il y a une jeune équipe qui est venue justement dedans, ça pourrait être eux, mais voilà, il faut voir, parce que c'est dommage de laisser mourir une manifestation, surtout qu'ils font un putain de boulot depuis tout ce temps, et pareil avec 3 fois rien, mais on en reviendra sur le 3 fois rien, mais vraiment voilà, 17 ans c'est quand même usant, hein, faut quand même avoir... Oui, bien sûr, oui, évidemment, mais c'est pour ça que la question de il me paraît approprié. Il n'y a pas justement une jeune équipe, des gens qui veulent reprendre le flambeau. Après, il y a eu un festival qui s'est mis en septembre à Strasbourg qui s'appelle le Festival européen du film fantastique de Strasbourg. Bon, c'est un débat sur lequel je ne viendrai pas dans cette émission, c'est pas à moi d'en parler, mais bon, il se trouve qu'ils se sont mis 2 mois avant l'étrange festival de Strasbourg qui était là historiquement, et c'est vrai que c'était plus compliqué pour l'équipe de Philippe Lux pour récupérer des avant-premières vu que ils ont parasité un peu. Parasité non, tout le monde peut venir faire une manifestation. Oui, bien sûr, mais globalement, si tu te mets 2 mois avant dans une petite ville, ça a forcément des conséquences sur ceux qui viennent après, quoi. Ouais. Donc ça a un peu parasité. Ok, bon, tu veux peut-être pas en parler, mais pourquoi cette volonté? Parce qu'ils savaient très bien qu'en se mettant 2 mois en avant, ça allait être une forme de... Bon, voilà. Je sais pas. Je peux pas parler à la place de l'équipe du FES. Ouais, c'est eux qui font ça et tout. Bon, après, voilà. C'est vrai que moi, quand j'avais vu avec Fausto pour le PIF, le Paris International Fantastic Film Festival, j'avais bien dit, voilà, il faut pas que ce soit en début d'année parce que moi j'ai le festival sur Lyon, ça va être compliqué pour moi à gérer les deux côte à côte. Et il faut, si possible, être après l'étrange festival de Paris, parce que je veux pas qu'on puisse nous reprocher d'avoir parasité Paris le festival. D'accord. Je sais que ça a été très mal perçu quand le FEF s'était mis 2 mois avant le Strasbourg. Moi, je veux pas, donner cette impression-là. D'accord. De venir, moi, je dis voilà, ils peuvent prendre tous les films qu'ils veulent. Tu veux pas de concurrence. Voilà, nous on est après, on fait autre chose. D'ailleurs, nous aussi du fantastique pur. C'est beaucoup moins sur des coureurs de films un peu obscurs comme fait Fred et son équipe. Voilà, c'est un autre festival. C'est moins d'insolite, moins d'insolite voilà, et plus de fantastique, plus grand public. C'est plus un Gérard May mais à Paris, quoi. Mais d'accord. Bon, on va en parler du PIF, c'est pas un problème. Mais voilà, vu qu'on en parle un petit peu maintenant, je glisse. Bien sûr, pas de souci. Et donc hallucination collective, bah voilà, c'est venu du coup l'idée de faire notre truc indépendant. Du coup, on a fait très fort la première année. On s'est dit voilà, bon bah là, on change de statut. On va mettre une compétition long métrage avec un jury. On va augmenter le nombre de films. On était à peu près autour de 20 films en moyenne par édition. Là, on est passé à plus de 30. C'est assez lourd à gérer, surtout si c'est sur une semaine. On a que donc 7 malheureux jours avec des jours en semaine en plus pour passer des films. Donc il faut arriver à jongler tout ça. Donc voilà, on a fait une édition qui n'était pas top cette année parce que pour plein de raisons, il a fait très beau, on a changé de nom, on s'est retrouvé plus tard dans le mois d'avril parce que c'est le week-end de Pâques, il est très fluctuant. Bref, on n'a pas eu la fréquentation qu'on aurait espéré par rapport à 2010 qui a été une année exceptionnelle. On a carrément refusé du monde à toutes les séances, on a fait des séances salle comble. Voilà, il y a plein de facteurs qui font qu'on n'a pas fait une super année en 2011, mais ça nous a quand même pas arrêté dans notre ardeur. On a quand même fait un très bon score au final et voilà, on est parti. Et comment ça s'est passé pour la première fois avec un jury? Comment ça s'est passé? Oula, c'est compliqué un jury. Donc, j'imagine. C'est simple, on a fait des gens que je connaissais beaucoup pour la première édition. C'est que Eric Valette, Catherine McCall, Romain Leverne ou Frédéric Thibault, c'était des gens que je connaissais, donc j'avais pas de risque d'avoir des problèmes de starification, je sais pas trop quoi et tout. Donc j'ai préféré prendre des gens que je connaissais qui avaient un petit peu un nom dans le milieu, quoi. C'était plus simple. C'est vrai il faut savoir gérer un jury. J'en ai parlé avec un ami à moi qui fait donc le LUF à Lausanne. Et il me dit, tu vois, ça fait 10 ans que je fais le LUF et je sais toujours pas comment on gère un jury, quoi. Je sais pas comment faire, quoi. Faut leur louer une chambre d'hôtel. Ça c'est fait. Faut les nourrir. C'est fait aussi. Et après normalement ça va. Ça va, mais après c'est comment tu les gères dans la journée, enfin voilà, parce que on n'est pas des babysitters, mais d'un côté on a besoin de certains moments. Enfin c'est tout un tas de trucs que tu apprends au fur et à mesure et on a appris plein de trucs cette année d'ailleurs avec le jury qu'on a eu et du coup l'année prochaine on va améliorer et on fera ça d'année en année en améliorant notre système. Voilà, parce qu'à chaque fois, nous, c'est quoi? C'est du bon sens. Et en fait, on a des problèmes, on se pose toutes les questions possibles pour une journée de festival. Qu'est-ce qu'il faut faire dans la journée? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, on pense à tout, le matériel, les gens. Et voilà, c'est du bon sens. Vous avez eu des belles exclus à ton festival. Il me semble par exemple que tu as été un des premiers en France à diffuser en dehors de Cannes, je crois, en dehors du marché Enter the Void. Ouais, on a fait la première française carrément. Voilà, donc ça c'est c'est du lourd. Ouais, on avait passé Bronson dans les premiers aussi, en clôture en 2009. On avait passé La Nuit des Horloges, bon c'est moins important, mais le film de Jean Rollin, les premiers en France en 2008. Voilà, on a quand même pas mal de grosses avant-premières qui se sont succédés. Cette année, on a fait. C'est important ça? Alors, mes collègues d'autres festivals, pour eux, c'est carrément leur truc le plus important. Ils pensent qu'à ça les obsède, ça les rend fous, quoi. Il faut avoir des premières françaises, voire européennes, voire mondiales, c'est le truc important. Alors, j'ai toujours pas compris pourquoi. Apparemment, c'est bien vu au niveau de l'image, et tout. Moi, ce qui compte à chaque fois, je dis toujours à mes collègues, c'est il faut que mon public lyonnais soit des films qu'ils aient pas vus et qu'ils soient bons. C'est-à-dire que je veux pas que pour la course à l'exclusivité, je prenne des merdes à tout prix parce que je veux passer des trucs et qu'ils soient récents mais qu'ils soient mauvais parce qu'au final quand les gens vont avoir vu des mauvais films ils vont dire ouais ils sont gentils, hallucination collective mais j'ai un peu vu des croûtes l'année dernière, je vais peut-être pas y aller chaque année maintenant, quoi. En film d'ouverture à Jarmé, je me souviens qu'ils avaient diffusé Underworld Evolution. Mais c'est cool Underworld. Ah mais j'aime bien.
J'aime bien, mais c'est un peu ce syndrome-là, donc tu pointes. C'est avoir l'exclu pour l'exclu, et voilà. Moi, ce que je dis toujours, c'est que le festival, c'est sur la durée, et je veux que dans 10 ans, quand je me retourne en arrière, je me dise pas putain, j'ai quand même passé ça. Voilà. Je dis putain, j'ai passé ça, c'est quand même la loose et tout. Je veux pouvoir me dire quand même, j'ai quand même passé des trucs monstrueux. Ce qui fait que cette année, j'ai passé The Love One, qui a été montré déjà à Gérardmer avant, qui avait pas mal tourné en festival, qui était déjà en DVD, donc sur le net, ça veut dire. Mais je trouvais le film très bien, je voulais le montrer, je voulais qu'il y soit là. Il y avait Heartless aussi de Philippe Ridley. On a pu le montrer en 35 mm. Ça a été une des rares fois qu'il a été montré en France comme ça. C'est-à-dire qu'il est sorti directement en vidéo. C'est un film que j'aime beaucoup et je me dis, ça fait chier de pas le montrer. C'est un bon film. Je pense que les Lyonnais peuvent l'apprécier et voilà, il faut y aller, quoi. Donc entre les avant-premières, je pense qu'on a quand même pas mal de gros trucs aussi. On a passé les premiers Tucker and Dale versus Evil, qui maintenant tourne beaucoup, mais on était les premiers en France à le montrer. On a montré Symbol, on a montré Bad Evil, mais bon, celui-là il est pas mal tourné aussi. On avait montré Symbol, je viens de le dire. On avait montré J'ai rencontré le diable. Enfin, on a quand même pas mal de gros trucs, quoi. Mais ça, c'est les locomotives, parce que tout à l'heure Yann disait qu'il voulait amener les gens vers le cinéma d'art et d'essai avec des films plus facile. Voilà. Public, ouais. Moi, je pense, malheureusement, c'est super cynique, mais je pense que ça marche pas, quoi. Je vois bien les gens à Lyon, ils regardent même pas les rétrospectives, ils font avant-première, ils regardent que ça, ils s'en foutent du reste, quoi. Heureusement qu'on a quand même des gens un peu cultivés, un peu curieux, surtout. C'est ça, curieux. C'est ce qui manque à pas mal de gens, qui ont envie de voir un peu les autres trucs. Parce que souvent, les gens, ils ont pas entendu parler, ils disent, oh, si j'ai pas entendu parler, c'est que ça doit être nul, quoi. Il y avait personne à Calibre 9? Alors Calibre 9, il y avait un peu de monde quand même, mais c'est des séances spéciales, c'est des séances qu'on appelle Nouvelle Vision. On essaie de montrer des petites productions indépendantes. On avait montré Climax en 2009 de Frédéric Grousset, on avait montré Black Aria donc en première mondiale et Villemol 81 de Vinchus en 2010. Et cette année, on avait montré Calibre 9. Putain, je savais même pas que Vinchus faisait du cinoche. Ah, il a fait Villemol 81. Enfin, je savais qu'il avait participé à Persepolis, mais bon, c'est. Non, mais il fait des petits films, des films du coup faits de bric et de broc, quoi. C'est des petites productions, donc ça avait sa place ici. Donc cette année, on avait passé Calibre 9 et Lascares de première mondiale. Calibre 9, là, ils viennent de passer à Austin au Texas. Donc c'est quand même bien pour l'équipe de Jean-Christian Tassier et son film, quoi. Lascares sera à Sitges. Donc là, on a quand même montré des films qui indépendants, mais qui du coup se retrouvent après à voyager. Et l'idée, c'est que moi, je dis toujours, voilà, si je peux aider ces films-là à pouvoir avoir une visibilité à l'international via des gens qui regardent ce que font les autres festivals, bah, j'essaie de faire ça, j'essaie de les aider. Moi, ça m'aide pas en tant que festival dans le sens où c'est pas des films très attendus, donc c'est pas ça qui me fera venir du monde. Mais si je peux les aider, qu'après, en plus, moi, j'aime bien les films, donc si les gens peuvent les voir et les aimer, c'est un plus, quoi. Cette séance-là, c'est vraiment une séance de tremplin, en fait. C'est comme un radio crochet, sauf qu'il n'y a pas de radio, il n'y a pas de crochet. Mais donc ça n'a rien à voir, mais le projet que c'est ça. C'est le crochet. Donc voilà, l'idée, c'est de montrer des films indépendants. Par contre, je suis pas sûr que cette case-là reste dans le temps, parce que là, on va un peu freiner sur le nombre de films l'année prochaine, et malheureusement, c'est cette case-là qui risque d'en pâtir, parce qu'effectivement, c'est un risque pour nous. C'est quand même des séances où on pourrait mettre d'autres films qui seraient peut-être plus accrocheurs, sans parler de la qualité, hein, je parle juste dans le sens attendu ou autre. Et voilà, je sais pas si on aura toujours la place pour mettre des films indépendants l'année prochaine, ce qui est dommage, je pense, mais bon, si le public vient moins pour voir ça, voilà, il en va de la viabilité aussi de votre projet. Voilà, ouais. Mais après c'est un tout, hein, on a des plus gros trucs qui. Ouais, mais donc ça explique le côté des autres qui se battent pour avoir des exclus, des trucs, parce qu'au final, c'est. Tu t'as dit toi-même, les Lyonnais, ils ouvrent le catalogue, ils vont direct à exclu avant mais première. À Lyon, à partir du moment où c'est pas passé à Lyon, pour eux c'est une exclu, hein, c'est la province. Je rigole, je suis provincial. J'adore tacler la province parce que je suis étant provincial à la base, ça m'amuse toujours. Mais là-bas, mais vous passez les films en couleur quand même. Voilà, scénarisé et tout. Non, faut dire que fais gaffe quand même parce qu'il y a beaucoup de techno qui nous écoutent. À la base, je suis provincial et je dis ça exprès pour. J'adore tacler les provinciaux parce que j'en suis un et j'essaie de dire que je suis parisien maintenant, donc je fais exprès de tacler les provinciaux pour cacher la crotte qui est sur mes godasses. Mais non, à la base, c'est pour dire qu'une avant-première, elle sera toujours une avant-première pour un Lyonnais. Ils vont pas à Gérardmer, donc pour eux, Bad Evil, ils l'ont jamais vu et c'est toujours une bonne raison de le voir, quoi. Sauf qu'il y en a pour d'autres, ils imaginent que, je sais pas, la monde entier regarde leur festival et qu'il faut qu'ils aient vraiment les grosses exclus. C'est quand même un peu contradictoire, je trouve, parce que a priori, tu cherches aussi à drainer un public spécialisé et en principe, le public spécialisé, quand il le peut, il se déplace dans au moins à Gérardmer, qui est normalement le festival pour ce genre de public une fois par an. C'est 10 personnes sur Lyon, quoi. Non, mais ça, c'est vraiment, tu l'estimes je pense à 10 personnes. Mais on parle de la 2e ville de France, là. Oui, mais Gérardmer, c'est quoi? C'est peut-être, je sais pas, 400 personnes par séance. Si tu divises par le nombre de villes, enfin, tu vois, ça fait un ratio. S'il y avait plus de 400 personnes de Lyon qui allaient là-bas, j'aurais bien les voir, quoi. Non. Le truc, c'est que je dois tous les connaître, ceux qui vont là-bas de Lyon. Le net n'est pas en train de tuer les festivals. Quand je dis le net, les films qui circulent en DivX. C'est horrible. Ça a tué les petites boutiques. Moi, je l'ai vécu sur Movies 2000, bien sûr. Et justement, est-ce que le problème se pose aussi dans les festivals? On y pense tout le temps. Moi, en ce moment, je regarde tout le temps la sortie DVD des films en me disant merde, il sort en octobre et je le passe en novembre. C'est clair que ça sur le net et les mecs ils vont pas attendre pour le voir et tout. Il y a des films qu'on voulait passer là. Je pense à Red State de Kevin Smith. On le passe pas entre autres parce que justement il est dispo en Blu-ray sur internet. Voilà quoi. Et pourtant à l'étranger de Paris cette année. C'est quand même dommage.
Parce que il sortira quand en France? Il sortira peut-être jamais, et peut-être le voir dans les conditions d'une salle, ce n'est pas non plus possible. Donc c'est un compromis à faire entre se dire que Heartless, je savais qu'il était dispo sur internet en HD depuis très longtemps. Étant informaticien, je suis pas dupe sur ce qui se passe sur internet. Donc j'ai pris le risque de passer parce que c'était en 35 mm, que je trouve le film très beau et que je me suis dit c'est dommage de pas le montrer dans le festival. Puis donc peut-être moins un coup de cœur sur Red State alors? Recette, non, c'est juste parce que je l'ai pas vu, donc je peux pas savoir si je le kiffe ou pas pour le passer, mais en plus il était déjà passé à Strasbourg avant, et là pour le pif on essaie d'avoir des alors c'est aussi contradictoire. Pour le pif, on veut des premières françaises pour la plupart, mais ça c'est parce que c'est un choix du directeur artistique qui est Fausto Fazulo qui veut des premières françaises pour le festival, quoi. En même temps, c'est pas le même genre de festival non plus. C'est Paris, c'est très attendu. Alors justement, j'aimerais bien qu'on débarque un peu sur ce sujet-là. Tu tiens donc encore Hallucination collective, tu les lâches pas, mais en même temps, tu montes pour la première édition un festival sur Paris en compagnie donc du directeur artistique Fausto Fazulo qui est également le rédacteur chef de Mad Movies, qui s'appelle Paris International Fantastic Film Festival. Comment ça se passe? Qu'est-ce que, t'en avais pas assez, avec des potes, je crois que j'en ai parlé hier ou avant-hier, on se disait pourquoi vous avez pas appelé ça le spliff ou le spliff? Ça aurait été plus drôle. Attends, j'ai une meilleure histoire. C'est en fait à la base, moi donc je fais du festival, je sais en faire et ça m'amuse. Et il se trouve qu'entre deux éditions d'Hallucination collective, je fais pas grand chose. Et voilà, je trouve ça dommage. Et je suis parisien depuis un an. En fait, j'ai vécu au Japon l'année dernière. Déjà là-bas, je voulais faire un festival de cinéma. Au Japon? Déjà, c'est marrant, j'aurais pu l'appeler le Japan Underground International Festival, qui aurait fait le juif. Ça aurait été cool. C'est avec les acronymes, faire gaffe. Et du coup, j'ai toujours voulu faire des festivals. Donc voilà, là sur Paris, l'idée semblait plutôt pas mal, mais j'en pensais à ça sans vraiment le concrétiser, quoi. Et c'est en amenant les catalogues d'Hallucination collective à Mad Movies, donc en les amenant à Fausto, que j'ai croisé Gérard Cohen, le directeur de publication du magazine, et Fausto, et ils m'ont dit, Gérard m'a dit qu'il avait en tête depuis longtemps de faire un festival Mad Movies, mais que forcément ils n'avaient pas les compétences en interne ni le temps pour le faire. Et que voilà, c'était une idée qui trottait depuis très longtemps, qui avait déjà été plus ou moins formalisée pour les 25 ans, je crois, du magazine, quand il y avait eu la Cinémathèque française. Ouais, ils avaient fait une petite manif. Et Lane, et Mad Movies, historiquement, organisait déjà donc de l'époque de Jean-Pierre. Au Rex. C'est pas vrai que je sais plus, mais enfin, ça avait une petite. Moi, j'étais encore jeune à l'époque, mais je me souviens d'articles en Mad où c'était relaté, quoi. Voilà, et depuis 15 ans, 20 ans, plus rien. Plus rien, voilà, il y a un grand vide sur Paris. Et donc, moi, je fais le festival Hallucination collective 2011, il se passe. Je reviens sur Paris, et un jour, dans la tête, je me dis, tiens, c'est quand même dommage de pas creuser le truc, parce que je me dis, c'est quand même. Il y a tout. Quand je disais à Fausto, souvent, ce festival-là, c'est une grande table avec tous les éléments sur la table, et ils étaient tous dispersés. Il fallait juste que quelqu'un arrive. Il faut juste les rassembler. Les rassembler comme ça, avec une grande brassée de main. Là, je fais le geste, mais à la radio, ça passe moins bien, donc forcément. Mais les gens imaginent bien. Les gens imaginent bien. Et du coup, je me suis dit, voilà, il y a tout. Il y a les journalistes sur Paris, alors que nous, c'est une sinécure pour faire venir des journalistes en province. Il faut leur payer le voyage, il faut qu'ils veulent venir et tout. C'est enfoiré de journalistes. Des princesses, c'est comme les rockers. Non, mais je les comprends. Les mecs, souvent, sont pigistes et c'est pas ce qu'ils vont gagner sur la pige qu'ils vont payer le voyage, donc c'est pour eux, c'est limite perdre de l'argent de venir faire un festival comme le nôtre. Donc, je confirme. Voilà, donc je comprends qu'il faut se les défrayer, mais après, quand t'as pas beaucoup d'argent, et ça on en reviendra tout à l'heure, c'est pas facile. Donc voilà, sur Paris, il y a tout, il y a les journalistes, il y a le public. Je le vois pour les tranchées de Paris, il y a un public pour ça. Forcément, c'est un bassin énorme, le bassin Île-de-France, donc ça attire énormément de monde. Mad Movies, forcément, il y a une notoriété, il y a un lectorat, il y a un magazine qui est derrière pour soutenir le festival. Mais pourquoi pas avoir appelé ça alors le festival Mad Movie? Alors, parce qu'on voulait différencier bien les deux entités. C'est un festival qui est soutenu par Mad Movie, mais qui est quand même un festival indépendant, dans le sens qui fonctionne en autonomie totale. La preuve, on a monté une association pour pouvoir lancer le festival qui s'appelle Paris Ciné Fantastique, et c'est elle qui est derrière le festival. D'accord, donc Gérard, le patron de Mad Movies, t'as laissé vachement les coups des franches quand même, d'un point de vue, on va dire, juridique, entre guillemets. Bah oui. Ils sont plus partenaires qu'organisateurs. Ils sont co-organisateurs, on va dire. C'est vraiment les deux ensemble qui organisent, sachant que de toute façon, au niveau juridique, il n'y a pas une juridiction qui dit c'est vous l'organisateur, c'est juste des gens qui vont voir dans les cinémas, qui font des choses. Voilà, sauf que effectivement les copies, les prix des copies, ça et tout, ça va être sur le compte bancaire de l'association, et c'est elle qui va gérer tout ça et tout. Voilà, c'est plus simple d'un point de vue pratique d'avoir une association derrière, mais effectivement c'est Mad Movies qui derrière après soutient le festival. On bosse à trois. Quel va être l'avantage de le faire avec Mad? C'est Mad qui va peut-être vous faire profiter aussi de son réseau, de ses contacts. C'est le réseau de Mad, c'est l'idée d'avoir Mad, donc dans le sens où Mad, c'est Fausto qui a fait la programmation.
du festival. Donc c'est lui qui programme de A à Z le festoche. On bosse ensemble tous les deux, voilà. On bosse ensemble, mais c'est quand même lui à la base. Pour moi, tous les films que je suis en train de sélectionner, c'est quand même lui qui m'a dit bah ça j'aimerais bien, ça j'aimerais bien, ça j'aimerais bien. Il y en a que j'avais pensé, d'autres pas. Moi il y en a certains que je vous ai annoncé tout à l'heure, c'est moi qui avais eu l'idée, mais voilà, globalement c'est quand même Fausto qui est la ligne directrice du festival. Et moi je suis la personne qui va appliquer ça pour que ce soit concret, que ce soit réalisable. Et cohérent. Cohérent. Parce que moi j'ai l'habitude de le faire, donc je sais comment transformer une envie en quelque chose de concret, avec des films en salle, avec des gens qui viennent les voir. J'espère. Pour l'instant, ce que j'en ai vu, c'est visuel, c'est une très belle affiche. Je sais que Fred écoute le podcast régulièrement. Donc Fred, je te le dis en direct, t'as fait une superbe affiche. Ouais. Il a, en plus, je suis allé chercher assez tard sur le truc. On avait pris de bosser avec quelqu'un d'autre, c'est mal fait. Enfin, c'est pas. Enfin, bon, il y a plein d'histoires qui font que ça s'est pas fait comme on voulait, quoi. Et Fred m'avait signifié à l'annonce du projet qu'il voulait bosser avec moi là-dessus. Ça fait déjà des années que Fred veut bosser à la fois sur les solutions collectives ou sur ça. Et à chaque fois, je lui dis mais non, je peux pas, il y a quelqu'un, machin et tout. Et là, quand il y avait quelque chose qui allait mal, j'ai fait bon, c'est le moment d'aller voir Fred. J'ai vu Fred et sans mentir, l'affiche, il l'a quasiment fait en une nuit, quoi. Il était motivé, quoi. Ah oui, je sais qu'il a un talent fou, ça je le savais avant, et là il me l'a pas prouvé, il me l'a carrément montré de façon très significative qu'il est vraiment très doué, quoi. Ouais. Donc pour le moment, là l'affiche a été dévoilée, donc là le 15 est diffusé le podcast, donc d'ici là vous aurez sûrement dessus la programmation, donc je vais quand même en parler maintenant parce que un film avec des dinosaures, un film avec une tour Eiffel. L'idée là-bas c'était de confronter. Alors attention, c'est Fausto qui choisit, donc le mec a aimé Shark 3D déjà, on va resituer un petit peu les choses dans leur contexte. Fausto, si les films sont nuls, ce sera de ta faute. Alors allons-y. Alors pour le moment on a une pré-programmation parce que comme toujours tout se fait à flux tendu, donc on est encore en train de négocier pas mal d'autres films de côté, mais tant que c'est pas signé je peux rien dire. Donc pour le moment je vais vous annoncer 6 films qui sont eux certifiés, c'est bon, ils y seront, pas de problème. Donc je vais essayer de partir des plus indépendants vers les plus gros, histoire de ménager le suspense. Bien entendu. Donc voilà, donc on va commencer par un film qui s'appelle Lonely Place to Die, qui commence à pas mal circuler de festival en festival. C'est un survival, je crois, je l'ai pas vu, donc j'en parle sans savoir. Survival qui se passe dans la montagne. Voilà, le film a une très bonne réputation. Voilà, donc moi j'ai pas vu, Fausto l'a vu, je crois, mais voilà, c'est un très très bon film apparemment. Donc celui-là, voilà, il fait partie de la programmation. Après il y a un film qui s'appelle Retreat avec Cillian Murphy. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est un couple qui va dans une île. Pour un peu s'isoler du monde et tout, quoi, et en fait un matin débarque un militaire en sang qui tombe devant chez eux, quoi. Il le ramène dans la maison, le mec se réveille après un long moment, quoi, il leur fait il y a un virus dehors, il faut calfeutrer tout, faut pas qu'on sorte et tout, enfin, et il est en train de foutre la merde dans leur couple en leur faisant dire qu'il y a un virus dehors, on sait pas si c'est vrai ou pas, quoi, et donc c'est une sorte de huis clos. Non, ça me rappelle Bug de ça ressemble beaucoup à Bug, voilà, ça ressemble beaucoup à Bug. Moi j'ai toujours c'est Bug meet 28 Days Later. Voilà, c'est ça. Et c'est super bien torché, ça paye pas de mine tout le long, mais c'est super beau. C'est réalisé par qui, ça? C'est un premier film, je crois. C'est un premier film, d'accord. Lonely Place to Die, c'est un premier film, celui-là aussi c'est un premier film, donc j'ai pas le nom des réalisateurs en tête, je suis désolé si mais c'est pas très grave. Pro. On va se renseigner. Voilà, donc j'ai pas les noms des deux réalisateurs. Ensuite, on a The Dead, un film de zombies qui a été tourné en Afrique noire. Ah oui, ça j'en ai entendu parler. Voilà, qui a un super cachet, ça fait penser beaucoup à Resident Evil 5 justement, quoi. Voilà, c'est vraiment et c'est bien foutu, quoi. Donc j'espère que ce sera moins exécrable que le jeu. Ouais. Ah, le jeu c'est un jeu d'un autre âge en fait. Joe, s'il te plaît, reste tranquille, alerte. Non, il a pas tort, c'est pas j'aime bien le 5. Je suis d'accord avec toi, Joe. Merci. Ouais. C'est un peu statique le 5, quoi. Donc là ça sera donc voilà, c'est les Ford Brothers, deux petits jeunes qui ont fait ça, qui ont produit le film et qui l'ont réalisé. D'accord. Ensuite là je commence à monter un peu plus dans les tours. On a le nouveau Abel Ferrara, 4h44, Lanterners. D'accord. Qui est un film d'apocalypse, voilà, quoi, fait par Ferrara. Tu l'as vu? Non. Donc là on l'a sélectionné sur le nom, mais je le verrai dans pas longtemps parce que je vais à Sitges jeudi prochain et il sera donc la plupart des films qu'on va programmer d'ailleurs je les verrai à Sitges là-bas, quoi. Ensuite on a Extraterrestrial, c'est le nouveau film de Nacho Villalongo, le mec qui a fait Los Cronocrímenes. Ah oui. Là, un film de SF à gros budget de tourner en Espagne qui pareil circule pas mal, qui a gagné des prix dans plusieurs festivals où il a été, genre Austin au Texas, là il a gagné des trucs et tout, quoi. Donc, ça c'est l'air super classe aussi, quoi. La bande-annonce est sur net, elle donne vraiment envie. Pareil, je l'ai pas vu mais je le verrai dans pas longtemps. Et ensuite Sleep Tight de Jaume Balaguerro, voilà son nouveau film. Là j'avoue c'est du lourd. Le nouveau Balaguerro c'est du lourd, effectivement. Cool, et il sera là. C'est quoi le pitch rapidement déjà, parce que je sais que c'est un gars dans un immeuble apparemment qui surveille un peu tout le monde et tout, quoi. C'est une sorte de thriller sur c'est un stalker. Je sais pas trop parce que je l'ai pas vu non plus, donc je crois le pitch de mémoire, c'est un gars qui surveille un peu tout le monde dans la ville et ça va servir du coup pour le scénario, ce qui va se passer des trucs et du coup tout ce qu'il a appris sur tout le monde va avoir du sens, voilà, quoi. Et donc Balaguerro sera cool, là. Et ça c'est de l'exclu, tout ça. Ça c'est de l'exclu parce qu'en fait vous êtes les premiers à l'entendre, mais non, je veux dire sur le festival ce sera. Oui, alors pour le moment tous à part 4h44 qui a été montré à Deauville, tous sont des premières françaises. Ouais.
Alors après, je sais pas, il y a les Utopiales de Nantes qui se trouvent en novembre, qui sont orientés SF, donc il se peut que Extraterrestrial soit là-bas aussi, je pense. Redonnons les dates de ce festival, ça va se dérouler quand ? Nous, c'est du 23 au 27 novembre. 23-27 novembre, donc ça approche, oui, effectivement. Opéra Capucine, voilà, donc la prog, là, il faut qu'elle soit bouclée pour fin octobre, donc là, actuellement, j'ai déjà 6 films. J'ai des gros trucs qui arrivent bientôt, par paquet de 3-4, donc... Vous avez tablé sur combien de films en tout ? Une quinzaine, je pense. D'accord. Sachant qu'il y a une compétition en fait de long métrage, après avec 8 films en compétition. Ouais. Donc il y aura un jury ? Il y aura un jury, on a déjà un membre du jury. Là par contre je l'annonce et je crois que ça n'a même pas annoncé avant, donc je peux déjà le dire maintenant. Il y a Christophe Gans déjà dans le jury. D'accord, oh, putain, ouais, c'est cool. Et le reste c'est des gros noms aussi, et on attend leur réponse, voilà, ça doit arriver bientôt quoi. Mais bon, Christophe a dit oui en tout cas. Est-ce que c'est plus facile pour un truc où il y a marqué Paris dedans de trouver des films et des gens pour le jury? Ça change tout. Quand tu dis Lyon, les gens font ouais, d'accord. Voilà. Alors que Paris, tout de suite, les gens font Paris, c'est les croissants. non, franchement, ça change tout. Et même pour les invités, tu leur dis viens passer une semaine dans les Vosges. Ils font quoi dans les Vosges et tout. Ouais, passer une semaine à Paris. Ils font ouais, Paris et tout. Ils savent qu'ils vont pouvoir profiter de la vie parisienne, alors que Gérardmer. Moi, j'ai toujours une vision apocalyptique de voir Hideo Nakata à minuit en train de rôder dans les rues de Gérardmer tout seul. On se dit mais qu'est-ce que je fous là quoi. Ouais, j'imagine. Voilà. Et alors ça va se dérouler où à Paris? On l'a dit la salle? Voilà, je l'ai dit avant mais j'ai pas fait gaffe. Gaumont Opéra. En fait, au Gaumont Opéra. Cool, voilà. C'est à côté de chez moi. Voilà. L'anciennement Paramount, parce qu'en fait il y a les 3 Gaumont, il y a le français, il y a le côté, je sais plus quoi. Enfin, nous c'est le Capucine, c'est le plus gros des trois en fait. Voilà. Ouais. On a une salle assez grande, on a une salle de presque 400 places, 380 je crois, une salle voilà. Et pour l'ouverture, on a négocié la salle de 700 places. Voilà. Donc. D'accord. Qui va venir? Parmi les réals, etc. Alors justement ça c'est une question que tout le monde nous dit en ce moment, et on ne sait pas parce qu'en fait Jaume Balaguerro, voilà, Balaguerro c'est le seul pour le moment de confirmer avec Christophe Gans. Balaguerro que j'ai croisé une fois à Movies 2000. Alors il rentre, je le reconnais. Ouais. Et puis il commence à mater dans les rayons, tout ça. Et puis là, tout le monde le reconnaît évidemment, parce que bon, Movies 2000. C'est pas Yannick Dahan. Mais bon, alors au début, il était tranquille, puis j'ai tout de suite senti qu'il commençait à stresser grave. J'imagine. Bon, en même temps, bon voilà, il met les pieds à Movies 2000, il devrait savoir où il est. Et effectivement, mais c'est marrant, ça s'est terminé que c'est barré, il a rien pris. Merde. Mais justement, on le ramènera cette fois-ci. Mais cela dit, c'est marrant que Balaguerro est toujours lié quelque part un petit peu à Mad ou à. Non, ça avait du sens. Donc, pourquoi il n'y a pas d'autres noms pour le moment? C'est parce que les équipes de films dépendent des films qu'on va prendre. Donc, forcément, maintenant qu'on a des films sélectionnés, on va essayer de voir pour avoir des gens qui puissent venir. Le jury, forcément, il n'est pas encore composé, donc je peux pas tout dire. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas encore pour le moment plus de noms, mais ça va venir dans mi-octobre. Et en fait, le but, c'est que fin octobre, dans le magazine de Mad Movies, il y a la programmation d'annoncer, le jury, les détails sur la c'est tout ça et que le catalogue soit aussi prêt début novembre pour être mis. Et du coup, niveau médiatisation, ça va se passer comment à part Mad Movies? Vous avez déjà des partenaires On a un partenaire radio qui s'appelle WeFM. Oh oui. Nous y sommes les amis, nous y sommes. Je vais avoir des places et tout, ça va être génial. Donc on a WeFM pour le moment et les autres sont en train de se signer aussi, donc je peux pas en parler parce que c'est voilà. WeFM c'est formidable. Je signale donc à nos auditeurs et auditrices, j'espère qu'il y en a des auditrices, qu'on est actuellement dans les locaux de WeFM. C'est là qu'on enregistre tranquille. Là, ça tombe bien, WeFM est partenaire du festival. Bon, c'est cool. Je le disais tout à l'heure, tu disais pour Lyon, tu t'y prenais 6 mois à l'avance. Est-ce que ça fait 6 mois que vous le préparez ou c'est esprit Mad Movie? Allez, en 2 mois on monte un festival. Alors c'est un peu l'idée parce qu'on en a parlé fin juin du festival et on dit tu penses que c'est jouable pour nous? Fin juin ils t'ont dit ok, là on part 2 mois en vacances donc on va début septembre. Ouais voilà, donc c'est esprit Mad Movie en 2 mois. Et à la base c'est devait être début novembre le festival, on voulait être autour d'Halloween en fait et il se trouve que début novembre c'est la semaine la plus chargée niveau exploitation, voilà, donc on pouvait pas se mettre à ce moment-là, donc ils nous ont proposé le Gaumont Opéra. Et d'un point de vue complètement organisationnel, est-ce que ça parasite pas pour le moment l'organisation pour toi d'hallucination collective? Non. Parce que je vais jamais réussir à dire collectif, c'est pas possible. Putain de moine. On dit les élus entre nous, quoi, les élus. Ouais, voilà, Alucolec. On bosse. Moi, je bosse parallèlement. Là, on a. T'as dû déléguer un peu sur Lyon. Je délègue toujours. En fait, on fait nos réunions. On est moderne. Ils sont tous sur Lyon et moi, avec Skype, je fais mes réunions. Ouais, des conf calls. C'est comme ça. Un bon organisateur à la base est capable de déléguer justement aux gens. Voilà, aux gens qui sont bons pour le faire. Là, sur Paris, la première chose que j'ai fait. C'est une des qualités pour faire ce genre, à mon avis. J'imagine. En juin, la première chose que j'ai faite quand on a lancé le festival, l'idée de faire le festival, dès juillet, j'ai monté une équipe en fait parce que c'est pas possible tout seul de faire ça quoi. Donc j'ai recruté auprès de potes, voilà, je voyais à peu près des profils pour des tâches bien précises et tout, j'ai été voir différentes personnes et ils m'ont dit ok, on s'est réunis, on s'est rencontrés et c'est comme ça qu'on a lancé le truc au départ quoi. Je profite Cyril parce que Gérard me l'a dit, il faut qu'on te propose un partenariat avec Cripshop. Là pendant que je t'ai sous là. Là maintenant c'est officiel, tout le monde l'entend.
Voilà, donc on va peut-être attendre la fin du podcast. Hein, les amis. Voilà, on a un contrat. C'est quoi ça? C'est quoi ce flingue? C'est quoi ce flingue? Pose cette arme. Bon alors donc planning plutôt chargé, en espérant évidemment que ce soit que la première édition d'un festival qui aura une longue vie. C'est ce qu'on veut. C'est ce qui est souhaité, j'imagine. Et d'ailleurs, à ce propos, pour le moment, là cette année, on a que des avant-premières, mais à terme, on veut faire une partie rétrospective. La rétro aussi. Voilà. D'accord. C'était trop compliqué à faire pour la première année, donc on essaiera sûrement de mettre ça en place pour 2012. Ouais. Honnêtement, je pense qu'il y a du potentiel. Ah bah évidemment. Moi qui suis, je me base en tant que spectateur et en tant que mec qui bosse, c'est-à-dire qu'un taf, je peux pas aller au BIF, je peux pas aller à Gérardmer, je peux aller nulle part parce qu'à chaque fois je bosse. Et évidemment, en tant que Parisien, j'attends qu'une chose, c'est qu'il y ait un autre festival en plus de l'étrange, qui soit peut-être effectivement un peu plus tourné grand public, un peu plus Mad Movies et moins. Et je pense que voilà, on veut reprendre ce que faisait le Grand Rex il y a 20 ans. On veut reprendre le principe de ce grand festival populaire. À l'époque, Christophe Lemaire me racontait qu'il y avait pour Massacre à la tronçonneuse par exemple 2500 personnes dans la salle et 2500 personnes dehors qui voulaient rentrer dans la salle. Quoi. Ouais, c'est ça. C'était à l'époque ils remplissaient le palais des congrès. Enfin, bon après faut avoir un nouveau massacre quoi. Oui voilà, mais c'est une différence. Il faut un nouveau massacre et malheureusement quand il n'y avait pas Internet. Voilà, ah oui c'est ça. Mais Internet aussi c'est marrant, c'est qu'il y a un autre effet, c'est que c'est aussi ça nous aide beaucoup pour les festivals parce que les gens du coup se retrouvent dans des forums pour discuter, ça crée des communautés, les mecs parlent de films du coup qu'ils ne connaissent pas et là ils ont l'occasion de les voir. Moi je fais partie de ces gens qui peuvent mater un film sur Internet mais qui veulent quand même aller le voir en salle. Oui bien sûr. Et je pense que c'est pas le cas pour tous les types de publics, mais que pour le public de ce type de festival, je pense que j'ai envie de dire à la limite, par exemple, le film de Balaguerro, qui moi est un de mes réals préférés. Maintenant que je sais qu'il est diffusé là-bas, même si j'ai l'occasion de le voir, je me dirais. Mais il sera Bruno, pas visible avant. Tu feras le pas visible. Voilà, bon, au moins comme ça les choses sont claires. Oh, tu sais avec. Non, mais là, je sais comment ça marche les releases, et là, je vois bien que sur certains trucs, c'est impossible qu'il y ait des trucs avant. D'autres, j'ai plus de doutes parce que voilà, mais il y en a certains, ils sont tout frais dans le circuit des festivals. C'est directement les vendeurs internationaux qui nous filent les films. Donc, je sais qu'il y a très peu de possibilités de les voir sur internet d'ici là quoi. Peu importe, de toute façon à partir du moment où tu te dis ça vaut le coup de le voir en salle, tu peux pas se tenter 2 mois, je veux dire. L'idée c'est de le voir en salle avec d'autres gens. Exactement. Dans le cadre d'un festival avec. Mais justement, est-ce que t'as envie que ça soit le bordel un peu dans la salle? Alors tout à l'heure je viens d'en parler, moi c'est pas du tout des esprits-là. Moi j'ai une aversion. Moi j'ai une aversion totale pour t'en parlais tout à l'heure je les geeks, tu vois, à la base je suis censé être un geek parce que je suis un rétro gamer, fan de toute la culture et tout, et pourtant le mot geek me fait vomir en soi, c'est qu'on a trouvé un mot à la con pour définir des gens qui avaient toujours été comme ça. Plaisir. Non, c'est pas François. On a toujours été comme ça. On a toujours été des gens qui étaient passionnés. En fait, on est des passionnés. Et ils ont dit tiens, il faut qu'on ait un mot plus facile pour définir ces gens-là. On va dire geek. Et donc t'as plein de blaireaux qui sont des griffes autour de ça en disant ah ouais les geeks, moi je suis geek et tout, qui du coup prennent le truc à l'envers. Ouais. Et c'est de comprendre comment ça marche et c'est de se dire du machin et tout. Faut arrêter 5 minutes quoi. C'est bon. Il n'y a pas eu de geek, rien. C'est juste des gens passionnés qui ont toujours été ensemble, qui se sont trouvés des moyens pour se retrouver ensemble, que ce soit les jeux de rôle. Mais on peut avoir de l'affection pour le mot qu'on trouve mignon. Oui, à la rigueur. Mais quand tu dis à quelqu'un qui est geek, moi ça fait péjoratif. Moi je connais des geeks qui font du post-it sur leur vitrine par exemple. Bon ça va, c'est bon, arrêtez de m'emmerder. Pour ça, il y a aussi un truc qui est pervers, c'est les nanars. Alors on parlait justement Yann, moi je supporte pas, pourtant j'adore Nanarland et je trouve que Nanarland fait un boulot monstrueux parce qu'ils vont au-delà du passer des films nanars, ils vont trouver les gars et essayer d'expliquer le pourquoi du comment. Enfin il y a une vraie démarche derrière artistique, et de journalistes. Mais la plupart des gars en France, ils vont passer des films sans payer les droits en DVD en disant les nanars et poète en se touchant entre eux quoi et putain, ça dévalorise. Moi, quand je fais un festival, je me fais chier pendant 6 mois à préparer. C'est pas pour passer des films que j'aime pas, quoi. Si je passe des films, c'est parce que je les aime et que j'ai envie de les montrer, quoi. C'est ce côté dîner de con avec les soirées nanars qui en ce moment, ça me saoule, mais à un point, t'as pas idée, quoi. Ça et les marches zombies, c'est les trucs qui me cassent les couilles en ce moment, quelque chose de grave. J'ai jamais fait la marche avec des films nanars là direct. Oh là. Sinon on voulait faire une marche viking sur Lyon avec des gars qui passent à pointe et des bières quoi. Faut quand même trouver des mecs plus baraques pour les marches de zombies effectivement. Bon, mais en tout cas le podcast touche à sa fin. Enfin, ça fait près de 2 heures qu'on discute, donc je pense qu'on va. Moi je peux tenir encore une heure. J'imagine bien. C'est pour ça que je mets le haut là tout de suite. Écoute, on rappelle donc. J'avais une dernière question un peu pour synthétiser tout. Cyril, est-ce que en 2 minutes tu peux nous dire si quelqu'un qui nous écoute a envie se dit et si moi je montais mon propre festival? Ça je peux le faire très rapidement. Alors pas compliqué, ce que j'ai déjà dit à plusieurs gens qui ont après du coup fait leur truc. Trouve un cinéma, c'est la première base. Faut trouver un cinéma. Ensuite monte une équipe parce que tout seul tu n'y arriveras pas. Et après, il faut comprendre les rouages qu'un film ça nécessite du matériel, c'est-à-dire soit une copie 35 mm, soit une source vidéo potable, c'est-à-dire de la HD.
sous-titré en français ou en VF, mais bon, enfin, en tout cas, il y a quelque chose que les gens pourront comprendre. Il faut payer les droits parce que tu passes pas ça comme tu veux. Il y a des droits parce que je connais 3 petits malins en France qui font ça sans payer les droits et c'est juste. Et tu les payes à qui les droits? Tu dois te démerder. Voilà, c'est ça. Des fois, t'as le matériel et tu sais pas qui a les droits et du coup tu passes pas le film. Tu fais comme tout le monde, tu passes pas le film. Alors que certains s'en foutent, ils passeront le film quand même. Non, là, si t'as pas les droits, si t'as pas le matériel, tu fais pas, tu trouves autre chose, quoi. Voilà. Donc en gros, allez, si vous voulez monter un festival, allez en festival, quoi. Tu peux le faire, c'est dommage pour des gens, genre, je sais pas, si t'es à Lille, tu veux faire un festival à Lille, c'est dommage d'aller à Paris ou. Ah non, quand je voulais dire aller en festival, c'est-à-dire aller voir comment ça se passe, parler avec les gens qui s'en occupent. Ça coûte rien de demander, quoi. Regardez comment ça se passe, surtout pour l'organisation, pour comment ça se passe, pour faire entrer un public, pour surtout respecter les horaires. Moi, sur Lyon, il y a un truc, je suis un vrai nazi là-dessus, c'est respecter les horaires, quoi. On n'a aucune séance qui commence en retard, c'est toujours à l'heure. Ce sera pareil sur Paris. Qu'importe. Non, moi c'est un truc. Qu'importe qui n'est pas encore dans la salle. Voilà, moi je suis intransigeant là-dessus. Les gens payent pour voir un film. Il faut que ce soit dans des conditions de projection décentes. Le film dans les meilleures conditions possibles, si possible, bien sûr. Et surtout pas de retard. Voilà, ça. Moi, les gens dans la salle, ils s'en foutent de savoir que derrière, c'est des gens qui n'ont pas de thunes qui l'ont fait. Et il faut que ce soit carré, quoi. J'ai pas parlé des budgets parce que je pourrais vous dire combien j'ai fait le festival à Lyon depuis 3 ans. Ça tourne autour de 1 000 € à chaque fois. D'accord. Alors t'es un peu plus les autres années, mais voilà, c'est vraiment pas beaucoup. Les gens s'imaginent des budgets à 80 000 € et tout. Moi, Lyon, c'est 5 000 € cette année de budget, quoi. C'était. Il faut faire venir des gens, il faut payer l'hôtel, la bouffe, et tout, les films, la communication, les catalogues, les machins. C'est très vite, très peu, effectivement. Mais c'est pas compliqué si on est cohérent et si on est logique avec soi-même. C'est pas compliqué de faire un festival. C'est juste du bon sens. C'est un lieu avec des films qui sont passés dedans, des gens qui viennent les voir. Donc pour faire venir des gens, faut faire de la communication. Pour avoir des films, faut les chercher. Enfin, c'est que du bon sens. Comme d'habitude, le plus important, c'est de se créer un réseau, quoi. Ah oui, c'est tout seul, c'est pas possible. C'est vital, évidemment, quoi. Tout seul, tu pourrais faire une séance par an, comme ça. Tu fais une séance dans ton salon, quoi. Oui, voilà, tu peux faire une séance par an, mais tu tiens pas sur. Déjà, ce que fait Yann là toutes les semaines, je lui ai toujours dit, tu étais un fou, quoi. Je sais pas comment tu fais pour faire ça. Alors on rappelle le festival Hallucination Collective. Wow, j'ai réussi pour la fin. Ça se déroule. Ça sera je crois que c'est du 31 au 10 avril. 31 au 10 avril à Lyon, au Festival de Comédia. 10 avril, voilà, au Cinéma Comédia. Le Paris International Fantasy Festival sera lieu plus communément connu sous le nom de PIF. Ça aura lieu du 23 au 27 novembre. L'année prochaine, je programme le Hercule. Une semaine avant, juste pour vous la mettre. Vous serez dégoûtés. Ok. Donc rappelons les dates. 23 au 27 novembre 2011 au Gaumont Opéra Capucine. Tu parlais tout à l'heure de Parisiens. Là, les séances sont faites pour les Parisiens, c'est qu'il y aura des séances en soirée la semaine et tout le week-end. Donc voilà, c'est fait pour les gens qui bossent. Et voilà, c'est très bien. Eh ben écoute, merci. Et on rappelle de Yannick, Panic Cinéma tous les samedis soirs. Yannick Panic Cinéma tous les samedis à 22h. Voilà, 22h. Complètement. Eh ben écoute, merci beaucoup Cyril d'être venu nous en parler. À très bientôt pour un podcast jeux vidéo. Chers auditeurs, chères auditrices, le podcast touche à sa fin. Merci Bruno, merci François, merci à moi-même. Merci à toi de nous avoir accueillis dans ces merveilleux locaux. C'était avec grand plaisir. On va essayer de faire ça tout le temps ici maintenant. Kéa, si tu nous entends, on a un bon son là. J'espère que ça convient. Merci. Il va nous emmerder encore. Non, il va encore avoir des trucs à dire. En tout cas, on espère que vous avez passé une bonne écoute. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast. Creepshop.com. Ciao.